Voilà, vous avez tous entendu que l'enregistrement est en train de démarrer. Autre chose pour les personnes connectées, vous savez la règle, vos micros doivent être fermés et vous ne les ouvrez que lorsque vous avez besoin de vous exprimer, lorsque vous voulez poser une question. Alors, le déroulement est le suivant. Nous aurons 4 intervenants. Ça progresse, ne vous inquiétez pas. Nous aurons 4 intervenants qui vont chacun s'exprimer pendant une vingtaine de minutes. Nous aurons la possibilité de poser des questions à chacun des intervenants et puis à la fin, nous ouvrirons le débat plus global avec tout le monde. Et pour les gens qui sont par Zoom, je vous demanderai de privilégier surtout les questions par la discussion. Donc, c'est plus facile de voir ensuite l'ensemble des questions qui sont posées à une personne pour pouvoir répondre. Et s'il y a des questions qui se ressemblent, on peut comme ça mieux trier. Je vous demande également de poser des questions courtes, parce que c'est toujours difficile. Vous savez, quand on est en mode hybride comme ça, les gens qui poseront des questions dans la salle, je devrais les répéter devant l'ordinateur, parce que sinon, évidemment, les gens connectés par visio n'entendent rien à ce qui se passe dans la salle. Donc, il faudra faire un petit peu attention. Donc, merci de préparer et de poser des questions courtes. Voilà. Bon, je crois que j'en ai fini avec les petites recommandations introductives. Alors, de quoi allons-nous parler ce soir? Eh bien, nous allons parler d'écologie et nous allons parler d'écologie et du monde du travail et du monde économique. Voilà, donc c'est ça qui nous a intéressés, c'est d'essayer de répondre à cette question. Est-ce que les entreprises sont à la hauteur des enjeux écologiques du moment? Donc, chacun de nos intervenants a une position différente sur cette question, ou plutôt éclairera cette question d'une manière différente. Alors, pour vous situer, donc, nous allons commencer avec Hugues d'Astarac, louvciennois, je précise, qui est docteur en économie et qui va nous parler des émissions de gaz à effet de serre à un niveau global. Évidemment, il faut commencer par le global, puisqu'on ne peut pas parler d'écologie en s'intéressant qu'à Louvciennes et qu'à la France ou même qu'à l'Europe. Il faut vraiment raisonner global si on veut s'intéresser à ces questions-là. Ensuite, Yves, dont j'ai déjà parlé, nous présentera les 2 exemples, Accenture et Danone. Puis, nous aurons Laura Morosini, donc, que je remercie parce qu'elle n'est pas de Louvciennes, elle vient de Paris, bon, c'est pas très loin, mais quand même, elle vient de Paris, elle est responsable de l'Église verte et si tu permets, je donnerai ton 2e titre, elle est consultante en conversion écologique. Donc ça, c'est quand même très joli. Et elle nous parlera d'écologie intégrale. Elle nous parlera de la manière dont l'écologie intégrale peut inspirer les entreprises. Enfin, nous terminerons avec Georges, également louvciennois, bien connu, qui, lui, s'intéressera à la gouvernance des entreprises. On peut faire des tas de déclarations, mais encore faut-il que les déclarations soient suivies d'effets, d'actions concrètes, de façon à avancer vers l'écologie dans le monde économique. Voilà, donc voilà un peu le programme pour ce soir. Donc, je propose, Hugues, de te donner la parole. Donc, tu viens, tu es obligé évidemment de rester devant l'écran. Bonsoir à tous. Merci Bruno de m'avoir proposé d'intervenir pour cette soirée sur les enjeux écologiques et les entreprises. Je ne sais pas si
Bon, je crois qu'on va projeter les slides essentiellement pour ceux qui sont en visio pour le moment. Et donc, en fait, je me pose la question, je vais m'intéresser en particulier à un enjeu qui est extrêmement important, qui n'est pas le seul, un enjeu écologique qui est les émissions de gaz à effet de serre. Un enjeu qu'on connaît bien. Je vais m'attacher à vous montrer par A plus B que d'une part, l'essentiel des sujets des émissions se concentre dans les entreprises et que aujourd'hui la vague RSE à laquelle on assiste depuis des années n'a pas encore manifesté tous ses effets sur les émissions. Ensuite, je vais essayer de comprendre pourquoi. Et donc là, il ne s'agit absolument pas de pointer des boucs émissaires en disant que les entreprises sont irresponsables, etc. On va essayer de comprendre les mécanismes qui sous-tendent ce manque de réaction. Et ensuite, je vais m'intéresser à un niveau de réponse, puisqu'on se pose la question de savoir si les entreprises sont à la hauteur de l'enjeu écologique. Moi, je me poserai la question de la hauteur de l'action, de la réponse. Et donc, en fait, une partie de l'action se situe à la fois en dessous ou en aval des entreprises par les clients, et surtout, et c'est là-dessus que je me focaliserai, les leviers d'action sont au niveau des États et d'une concertation internationale. Alors, d'accord, ok, ok. Donc, je commencerai par ce graphe qui présente les émissions mondiales de dioxyde de carbone, qui est le principal gaz à effet de serre, qui n'est pas le seul. Un graphe que beaucoup d'entre nous connaissent. Non, mais il est comme ça. Ah oui, pardon, oui. Donc, en gros, pour ceux qui sont dans la salle, on voit les augmentations depuis 40 ans des émissions de dioxyde de carbone. Ça fait à peu près comme ça, à peu de choses près. Une augmentation à peu près constante, avec un plateau depuis 5 ou 10 ans. Et surtout, on constate l'absence totale d'effet, de baisse des émissions associées au protocole de Kyoto en 1997 ou encore à l'accord de Paris en 2015. Alors, voilà, on se demande, en fait, je ne suis pas le seul, beaucoup d'autres personnes se le sont demandé avant moi, on se demande si ces grandes concertations internationales servent à quelque chose. De fait, celles qui ont eu lieu n'ont pas forcément été suivies de beaucoup d'effets. Donc, ce sont les émissions mondiales. Et maintenant, je vais me poser la question de savoir à quoi correspondent ces émissions mondiales. Donc, pour ceux qui ne voient pas la slide, je présente une ventilation des émissions de CO2 de l'ensemble des gaz à effet de serre pour l'année 2016 par type d'activité. Et donc, ce dont on s'aperçoit, pour ceux qui voient la slide, il y a un graphe à droite, un camembert à droite. Ensuite, slide 5. Voilà. Le message principal, c'est que un calcul un peu de coin de table. Génial, merci. Donc sur cette slide, on voit que les 3/4 des émissions correspondent à de la consommation d'énergie. Donc là, ça ne dit pas si c'est des entreprises ou des particuliers. Le reste, ce sont des déchets, la petite zone bleue, la petite barre bleue de camembert, donc waste, 3%. L'industrie, en fait, un certain type d'industrie, 5%, et puis toute l'activité agricole et forestière, qui compte pour 18%. Donc là, on voit que sur la petite part, les 3 petites parts des émissions de dioxyde de carbone, c'est a priori essentiellement des entreprises. Ensuite, sur la consommation d'énergie, si vous regardez bien le deuxième cercle qui entoure le camembert, vous voyez que l'essentiel, en fait, correspond à des émissions par les entreprises. Donc, vous avez de l'énergie qui correspond au bâtiment, au chauffage des bâtiments ou à tout ce qui est alimentation des bâtiments. Parmi ceux-là, il y a de l'immobilier résidentiel, donc ça compte pour 11% des émissions. Ensuite, si on cherche là où peuvent être les particuliers, on constate qu'ils doivent être quelque part dans les transports, qui représentent au total 16% des émissions de dioxyde de carbone. Et parmi ces émissions, donc on a le transport routier, dont une partie seulement est le fait des particuliers, l'autre partie, a priori, il y a peut-être quelques bus, mais a priori, c'est des entreprises. L'aviation,
pareil, c'est quoi? C'est 2% des émissions. Et ensuite, quand on continue la rotation en sens anti-horaire pour regarder à quoi correspondent les autres émissions associées à de l'énergie, en fait, c'est essentiellement encore de l'industrie. De l'industrie dans la partie vraiment chauffage, enfin chauffage énergie utilisée pour la production. Donc, si on fait un petit calcul de point de table qu'on peut discuter dans les détails, mais la grande masse est là, on a 11% d'émissions liées à l'immobilier résidentiel, 12% associées au transport routier, dont une partie correspond à des entreprises, et 2% à l'aviation. Je laisse quelques petits morceaux de particuliers, ça et là. Mais globalement, ce qu'on voit, c'est que les émissions de gaz à effet de serre des particuliers, c'est moins de 25%. Moins de 25% du total. Donc, si j'oublie une approximation, disons, consistera à dire que le reste, c'est les entreprises. Bon, bien sûr, il y a des organismes publics, etc. Mais globalement, les entreprises, on peut dire que le total est supérieur à 75% des émissions. Donc, le gros du sujet est là. Alors, évidemment, il ne s'agit pas de dire que les entreprises, c'est mal, puisque, en fait, elles nous fournissent tous les biens de consommation, tous les biens qu'on consomme, qu'on utilise. Donc, nous aussi, on a notre part de responsabilité. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le sujet ou le lieu principal de l'action se situe au niveau des entreprises. Et donc, en fait, on peut garder un peu comme règle, comme au doigt mouillé, on peut dire que les 3/4 des émissions se situent dans les entreprises. Maintenant, si je regarde sur le plan géographique, je vais se passer là. Ah, d'accord, pardon. Oui, merci. Niveau géographique, on peut se dire, bon, tout ça, nous, on est louisianois, français, européens, et finalement, le gros des émissions, ça peut être finalement le fait d'autres pays. Donc, ce graphe-là va nous présenter une ventilation par pays ou par zone géographique des émissions de dioxyde de carbone. Et puis, en même temps, ça va nous montrer un petit peu la dynamique. Je commence par la partie ventilation par grande zone géographique. Je regarde les émissions de dioxyde de carbone normalisées, divisées par le nombre d'habitants. C'est-à-dire que la Chine est de loin le plus gros émetteur de dioxyde de carbone du monde. Après, c'est un pays qui compte 1,4 milliard d'habitants. Donc, il s'agit évidemment de mettre ça en rapport de la population. C'est ce que fait ce graphe. La Chine, c'est aussi l'usine du monde. Le téléphone portable que j'ai dans la poche ou les ordinateurs sont souvent fabriqués en Chine. Et donc, évidemment, on aurait un peu tort d'imputer à la Chine les émissions pour des biens qui sont aujourd'hui en France. Donc, ces émissions, ces chiffres-là sont corrigés justement de ces effets de commerce international. Donc, ce qu'on constate, c'est que l'Europe et la France sont à peu près au milieu. Vous avez en bas, dans les niveaux les plus faibles, les émissions par habitant, c'est les pays économiquement les moins avancés. Donc, vous avez l'Inde et l'Afrique. Au milieu, donc, on a la Chine, qui, après avoir beaucoup augmenté, a l'air de stabiliser. L'Europe et la France, on est entre 5 et 10 tonnes de dioxyde de carbone par an et par habitant. Et largement au-dessus, donc à 2-3 fois plus, vous avez les États-Unis, le Canada, l'Australie, vous avez quelques autres pays aussi que je laisse de côté, vous avez le Kazakhstan, c'est peut-être, ou la Mongolie. C'est peut-être un peu moins le sujet, en tout cas les grands pays sont là. Donc, ce que ça nous dit, c'est que c'est un sujet en France, c'est un sujet en Europe, les émissions, mais c'est bien sûr un sujet mondial et les principaux leviers d'action, enfin en tout cas les principales zones d'action sont peut-être aussi du côté notamment de l'Amérique du Nord. Voilà. Ça ne veut pas dire que nous, Européens, nous ne devons rien faire. Alors maintenant, oui. Maintenant, donc on a vu ce que faisaient les entreprises, un peu on en est un petit peu responsable. On a vu ce qu'elles faisaient. Et maintenant, on peut se poser la question de leur perception de leur propre impact sur l'environnement. On peut se dire finalement, l'enjeu écologique, il y a longtemps, ça a été le fait surtout de groupes politiques bien identifiés, qui se sont rendus inaudibles, et ça arrangeait bien les deux côtés, il faut bien le dire. Les responsabilités sont largement partagées. L'enjeu écologique était surtout porté par des groupes bien à gauche, et donc les autres en face se sont braqués, etc. On s'est dit, en fait, c'est un truc c'est associé à des idéologies qui ne sont pas les nôtres, ça n'existe pas, il n'y a pas de problème. Puis en fait, on s'est rendu compte que s'il y avait vraiment un problème. Et donc là,
Je vais vous présenter les résultats d'une enquête qui a été menée par l'INSEE il y a 5 ans. Donc, les chiffres commencent déjà à dater, il n'y en a pas de plus récentes. Sur la perception par les entreprises de leur propre impact. Et donc là, vous avez sur l'axe des abscisses les différents secteurs de l'économie qui ont été interrogés par l'INSEE. Donc, on est vraiment sur le secteur français. Et en ordonnée, le pourcentage de répondants qui affirment que oui, effectivement, leur activité a un impact fort ou très fort sur l'économie, sur l'environnement, pardon. Donc, les 8 items que vous voyez dans le titre, c'est différents types de pollution dans l'air, les eaux, etc. La production de déchets. Et donc là où on voit un verre à moitié vide ou à moitié plein, selon la perception qu'on en a, vous avez dans les industries a priori les plus polluantes, donc à gauche, énergie, environnement, transport, entreposage, construction, 50% des répondants qui disent qu'ils ont un impact fort ou très fort sur l'environnement. Alors on peut se dire c'est déjà beaucoup, c'est en même temps pas beaucoup, on peut s'interroger, je ne poursuivrai pas l'interrogation, sur ce qui conduit une entreprise à répondre que oui, elle perçoit le risque ou non. Peut-être qu'on n'a pas envie de percevoir, de dire qu'on perçoit le risque pour ne pas se sentir obligé de faire quelque chose par derrière. Ou au contraire, pour des raisons de marketing, on peut dire que oui, on est vraiment très au courant du problème. Toujours est-il qu'il y a un décalage entre cette perception relativement forte des entreprises qui a probablement augmenté aujourd'hui avec la vague RSE, de leur impact sur l'environnement, et l'absence de baisse des émissions qu'on a pu voir dans les émissions mondiales et dans les émissions européennes. L'absence de baisse des émissions qui sont, rappelons-le, pour l'essentiel, le fait des entreprises. Alors pourquoi est-ce que les entreprises ne bougent pas? Est-ce que c'est un problème de conviction? Donc, oui, peut-être à moitié. Et en fait, ce que je vais m'attacher à vous montrer juste après, c'est qu'être convaincu, c'est une chose, c'est une première étape indispensable, et convaincu qu'il y a un enjeu écologique. La deuxième chose, c'est qu'en présence d'externalités, je vais expliquer le mot, c'est qu'on a beau être convaincu, si on avance tout seul, on risque en fait finalement de se conduire, de s'exclure soi-même de toute possibilité d'action, et donc pour un résultat final qui sera absolument nul. Alors plus concrètement, une externalité, qu'est-ce que c'est? C'est une situation dans laquelle l'impact que j'ai sur l'environnement, ou sur la société, ou en toute généralité, l'impact que mon action va avoir est déconnecté du coût ou du bénéfice qui est associé à cette action. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Dans le cas qui nous intéresse, on a une entreprise qui peut choisir aujourd'hui d'adopter une technologie de production qui va être plus propre, moins émettrice de CO2, ou on pourrait étendre le cas à effectivement plus respectueuse des sociétés dans lesquelles elles font travailler, etc. Le problème étant que ça coûte cher, ça coûte plus cher par unité produite que les processus qu'elle a aujourd'hui. Donc là, on se pose la question naturellement de savoir qui va supporter le coût. Alors, ça pourrait être les actionnaires qui acceptent une réduction de leurs profits, ils acceptent d'absorber l'augmentation des coûts. Alors ça existe. Le problème, c'est que ce n'est pas forcément extrêmement fréquent, en particulier pour les sociétés cotées. On s'aperçoit assez vite que si une entreprise accepte une augmentation des coûts, les actionnaires risquent de détourner de cette entreprise qui n'aura du mal ensuite à lever des fonds. Les fournisseurs, pareil, finalement, le surcoût que j'ai sur un de mes inputs, je vais le faire absorber par un autre input, un autre fournisseur, en négociant peut-être des marges à la baisse ou en réduisant les quantités. Le problème, c'est que ce n'est pas forcément viable et que le fournisseur, lui aussi, comme les actionnaires, peut tourner les talons. Les salariés, même problème, je baisse les salaires, je leur vends du verre, mais peut-être que tous n'ont pas envie de ça. Et je suis toujours en concurrence avec d'autres entreprises pour attirer les talents. Dernière chose à laquelle on pense spontanément, les clients. Je répercute la hausse de mes coûts associée à cette technologie sur le prix du bien final. Aujourd'hui, je me suis racheté un téléphone portable il n'y a pas longtemps, je ne vous dirai pas ce que j'ai racheté. Ce que je peux voir, c'est que globalement, les téléphones portables éthiques, ce n'est pas ce qu'on voit en tête de gondole. Donc finalement, on a beau se dire que oui, les clients peuvent absorber parce qu'il y a une vague verte, dans les faits, finalement, ça pose problème. Et évidemment, c'est le cas pour les voitures, sur lesquelles l'exemple est encore plus criant.
Une voiture, ça coûte cher. Ça coûte cher, une voiture électrique, ça coûte encore plus cher. Donc, qu'est-ce qui se passe si j'adopte cette technologie? Si je n'ai pas un partenaire ou un ensemble de partenaires qui peut absorber cette augmentation des coûts, j'ai beau être le dirigeant d'entreprise le plus vertueux du monde, si je suis en concurrence avec d'autres entreprises sur ces marchés pour les levées de capitaux, pour mes autres inputs, pour les salariés ou simplement pour le produit que je vends, je risque de me faire évincer du marché. Donc, j'aurais adopté cette technologie, mais en perdant des parts de marché, finalement, je ne produirai plus rien, j'irai à la faillite, et puis les émissions de dioxyde de carbone n'auront quasiment pas changé. Donc, l'explication que je ne suis pas le premier à l'apporter, évidemment, cette explication pour laquelle les entreprises peuvent être conscientes du problème mais ne bougent pas, c'est ce problème qui est lié au fait que c'est un problème d'action collective. Si je bouge tout seul, je me retrouve perdant et ça ne change rien. Alors, on peut se poser la question, comment est-ce qu'on fait maintenant pour résoudre tout ça? Alors, dans le secteur privé, on a des leviers partiels. Le premier levier, c'est les clients. Les clients et ou citoyens. Ces clients, en fait, peuvent réclamer des choses plus responsables, éthiques, écologiques, des technologies de production qui sont plus propres. Simplement, il y a toujours un petit souci déjà de vérifiabilité. Ce n'est pas parce que je repeins en vert l'emballage de mon téléphone portable que l'impact écologique sera très fort. On peut se dire aussi qu'il y a un problème de coordination entre les clients, c'est-à-dire que si moi, je veux quelque chose de plus écologique, mais que les autres clients ne veulent pas, l'entreprise ne bougera pas. Et reste pour les clients ou les citoyens tout un ensemble de petits gestes qu'on peut appliquer au quotidien, le tri sélectif, favoriser les circuits courts, etc. Manger végétarien. Et en fait, le cabinet Carbone 4, qui est un conseil en transition écologique, on va dire, s'est amusé à calculer l'impact agrégé de ces petits gestes du quotidien par des ménages qui qualifieraient d'héroïques, c'est-à-dire des gens qui pratiquent à la fois, je vais mettre la slide, voilà, à la fois le zéro plastique, le zéro déchet, qui mettent un thermostat, qui rationalisent le chauffage dans leur logement, qui portent moins de vêtements neufs, qui font du vélo, qui s'arrangent pour avoir des transports, employer des moyens de transport plus écologiques, et surtout, qui passent à un régime entièrement végétarien. Alors, si on se souvient des chiffres que je vous ai présentés tout à l'heure, on est par an et par habitant autour de j'avais dit entre 5 et 10 tonnes de dioxyde de carbone par an. Je n'ai parlé que de dioxyde de carbone, je n'ai pas parlé des autres gaz à effet de serre qu'on peut ramener à des équivalents de CO2. Toujours est-il que ce que nous disent aujourd'hui les spécialistes du climat, c'est qu'il faut revenir à zéro en termes d'émissions nettes, pour pouvoir maîtriser le réchauffement climatique. Donc là, ce que calculent ces gens du cabinet Carbone 4, c'est que ces ménages héroïques qui feraient vraiment tout, qui passeraient à un régime notamment intégralement végétarien, s'ils faisaient tout ça à la fois, la baisse par an et par habitant, donc il faudrait que tous les Français en plus fassent ça, la baisse serait de moins de 3 tonnes de dioxyde de carbone par an et par habitant. Donc 3 tonnes rapportées à entre 5 et 10, c'est bien, c'est significatif, mais ça ne suffit pas. Ensuite, on peut se poser, là les auteurs de l'étude se posent même la question de savoir si tout est absolument désirable. Je ne suis pas spécialiste, mais effectivement, on voit que l'action qui a le plus gros impact, c'est le fait de passer à un régime intégralement végétarien. Alors, donc ça, c'était un premier levier. On voit que quantitativement, pour les clients et les citoyens, les petits gestes du quotidien, ça ne suffit pas. Oula, il faut que j'avance. Effectivement, merci Bruno. Donc, il y a d'autres leviers que je vais aborder trop rapidement. On peut avoir des ONG qui aident à se coordonner. Ça ne suffit pas. On peut avoir des dirigeants qui sont résolument tournés vers le bien commun. On aurait pu avoir un exemple ce soir. Mais ça suppose évidemment que l'ensemble des parties prenantes soient d'accord. On peut avoir une vague des investisseurs qui réclament des politiques socialement responsables pour les entreprises. Tout ça aussi, ça marche très bien, mais ça pose aussi d'autres problèmes d'auditabilité. J'investis dans le vert, mais est-ce que c'est vraiment du vert ce que je fais?
Et donc, pour toutes ces raisons, les leviers du secteur privé sont indispensables, mais ils ne sont pas suffisants. Et donc, c'est là que l'État intervient. Il faut passer un échelon au-delà des entreprises ou supérieur aux entreprises. Et je passe ici. Voilà. Et quelle est l'action de l'État? L'État peut réglementer, ce qu'il fait déjà, ce qui marche plus ou moins bien. Et l'État peut aussi encadrer les émissions de dioxyde de carbone en imposant soit une taxe, c'est-à-dire j'émets une tonne de CO2, je paye tant de taxes, ou alors poser des limites en disant dans l'année qui vient, on aura le droit en agrégé d'émettre tant de milliards de tonnes de dioxyde de carbone. Pour les entreprises, aujourd'hui, il y a un système qui a été mis en place qui est une sorte d'hybride, c'est-à-dire qu'il y a des quotas, mais les quotas, les droits que j'ai à émettre, moi, entreprise, sont en fait échangeables sur un marché et du coup, on a à la fois une limite quantitative et un prix du carbone. Et donc, une entreprise qui veut émettre du CO2 aujourd'hui, dans un certain nombre d'industries particulièrement polluantes, doivent payer pour obtenir un permis d'émettre une tonne de dioxyde de carbone. Ce moyen, en fait, enfin, cette taxe sur le carbone, enfin, qui est distincte de la taxe carbone qui a soulevé le mouvement des Gilets jaunes dont je vais parler, dont je vais peut-être pas parler en fait parce que le temps manque. Cette taxe carbone a pour effet en fait d'aligner, de compenser, de donner un prix aux technologies existantes, de donner un surcoût qui permettent de rendre viable un certain nombre de technologies plus propres. En fait, ça permet de mettre sur un pied d'égalité la technologie plus propre mais qui coûte plus cher et l'ancienne technologie qui est plus polluante mais qui coûtait moins cher. Du coup, ça aligne les coûts et ça permet de sélectionner aussi, en mettant ce prix sur le carbone, parmi toutes les technologies qui permettent d'éviter les émissions, ça permet de sélectionner les technologies qui sont le moins coûteuses par tonne de CO2, et donc de sélectionner en fait les moyens d'optimiser un peu la limitation des émissions de dioxyde de carbone. Je vais passer sur les gilets jaunes. Voilà. Et donc, se pose une question. Je vais passer ici directement. On fait tout ça en Europe, c'est très bien. Problème, c'est qu'on n'est pas forcément les gros sujets. Le gros sujet peut il y a une partie du sujet en Europe, il y a une énorme partie en Amérique du Nord et une partie aussi en Chine, une partie en Russie, etc. Enfin, voilà. Donc, on n'est pas les seuls. Il y a un sujet pour nous qui est assez fort. Merci. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Et donc là, l'Union européenne a mis en place un mécanisme d'ajustement aux frontières qui permet, dont le principe, en fait, finalement, c'est de se dire, si j'impose une taxe carbone aux entreprises qui ont leur site de production en Europe, elles sont désavantagées par celles qui produisent autre part, en Chine ou autre part en Asie, dans les endroits où il n'y a pas de taxe carbone, même si on a commencé à y en avoir en Chine. Et donc, en fait, l'idée, si on met toutes les nations autour d'une table, on a vu ce que ça faisait à Kyoto, on a vu ce que ça faisait à Paris, on voit ce que ça fait dans les COP, ça ne marche pas. Et donc, une idée qui a été poussée par le prix Nobel William Nordhaus notamment, c'est de fonder un club de nations. En l'occurrence, le club s'appelle l'Union européenne, qui s'impose une taxe carbone, mais qui impose aussi aux importations, qui viennent des pays qui ne s'imposent pas de taxe carbone, une taxe sur les qui impose une taxe, donc un droit de douane qui est censé compenser le prix l'absence de taxe carbone dans les pays qui exportent vers l'Union européenne. Dans la mesure où l'Union européenne et peut-être les États-Unis, si jamais ils se lançaient là-dedans aussi, dans la mesure où l'Union européenne a encore un poids économique important, ça permet d'inciter en fait les autres pays qui veulent exporter vers l'Union européenne à mettre en place un système de taxe carbone pour devenir plus vertueux. Alors, il y a de nombreuses interférences possibles avec la politique commerciale. Un droit de douane, évidemment, ça peut servir à plusieurs choses, à compenser les émissions de CO2, enfin, l'absence de taxe carbone à l'étranger, mais évidemment aussi à conduire une politique commerciale agressive. En conclusion, donc, la prise de conscience écologique, c'est nécessaire, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Et ce qu'il faut, c'est que l'action, donc il y a un problème d'action collective qui doit être résolu avec le soutien de l'État et des États en général. C'est le sens de la taxe carbone, ou en tout cas des mécanismes de marché de permis d'émission. Ces mécanismes de taxe carbone posent des problèmes d'acceptabilité politique qui sont présents, que je n'ai pas eu le temps d'aborder.
Voilà, en tout cas, pour nous qui sommes ici à Louvciennes, pour qui ces coûts peuvent être, on parle de quelques milliers d'euros par an et par habitant, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. Pour les ménages les plus aisés, ça reste supportable. Et peut-être qu'une manière finalement de retrouver, d'accepter ces coûts qui nous seront imposés tôt ou tard, c'est peut-être de redécouvrir qu'il y a des biens qui sont moins coûteux, comme simplement le fait de se retrouver entre amis, lire un livre, ça coûte moins cher que de regarder son téléphone portable. Je ne fais pas la leçon, ou alors je la fais moi-même aussi. Voilà, je vous remercie. On enchaîne directement. Oui, bon, bah, d'accord. À moins que tu peux regarder dans le chat s'il y a une ou deux questions spécifiques pour lui. Tu prends les questions? Non, attends, je vois un point de discussion. Serait-il possible de mettre les dispositifs en mode présentation? Non. On est désolé, ça plante le PC. Ça aurait été avec plaisir. Voilà, c'était une question technologique. Voilà, désolé. On enchaîne? Bon, alors je ne suis pas Corinne Bazina. C'était l'information du soir. Voilà, donc désolé parce que vous aviez certainement très envie de la rencontrer. C'est quelqu'un avec qui je travaille au quotidien. D'ailleurs, je voudrais bien bouger, mais le micro est limité, donc je vais rester assis. Voilà, c'est quelqu'un avec qui je travaille au quotidien. Pourquoi? Parce qu'elle est en charge, elle est la directrice générale de Danone Communities. Alors, Danone, vous connaissez certainement, hein, c'est une société d'à peu près 100 000 personnes, 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et c'est une très belle entreprise qui a été à l'actualité. On a parlé d'entreprise à impact, c'est la première qui a mis ça dans ses statuts. Mais ça ne date pas d'Emmanuel Faber récemment, hein, ça ne date pas d'il y a 2-3 ans en fait. Ça a démarré de mémoire en 2007 avec Ribou et le professeur Mohamed Younous, prix Nobel de la paix. Et ils se sont rencontrés à un dîner et il lui a expliqué la logique de microcrédit qu'il avait lancée dans son pays, qui était un peu controversée, hein, il n'a pas été soutenu par tout le monde. Et en même temps, oui, merci. Ah oui, pardon, il faut que je gère les slides en même temps, c'est vrai. Hein, excusez-moi, je fais la logistique, j'admets quelqu'un sur le Zoom, je lance ça. Voilà, voilà, super. Hop. Voilà, excusez-moi. Voilà, j'y suis. Et en fait, quand ils se sont rencontrés, ils ont eu l'idée de lancer un business au Bangladesh. Et l'idée, c'était quoi? C'était de produire des yaourts près des habitants. Donc, ils ont pris un terrain et ils ont lancé une usine. Et la beauté de l'usine, c'était qu'en fait, c'était un circuit très court et ils distribuaient les yaourts ou les produits laitiers aux habitants. Et quand Ribou a vu ça, il a dit, mais on doit pouvoir innover. Il a décidé d'envoyer ses managers, tout le monde aller voir. Ils ont notamment inventé, pour l'anecdote, un produit, en fait un yaourt dont on mange le package, l'emballage. Voilà, et dans lequel il y avait des protéines, et donc ça devenait un repas complet, quoi. Et ça a généré de l'innovation pour le groupe. Et c'est pour ça qu'ensuite il a dit, je vais lancer un fonds qui s'appelle Danone Communities. Et ce fonds, qui est doté de plusieurs dizaines de millions d'euros, en fait, a pour vocation d'aider des business, mais pas de faire du don. C'est Danone Communities, le fonds qu'ils ont créé, c'est pour investir dans ce qu'on appelle des social business. Des business à responsabilité sociale, ça va? Voilà, des social business. Et le principe d'un social business, c'est quoi? C'est qu'on vend quand même le produit au client final. Donc, les yaourts au Bangladesh sont vendus, mais ils ne font pas de marge dessus. Donc, enfin, là-bas, ils en font, mais dans tout le fond, l'investissement, c'est de le faire sur des business de ce type-là. Et donc, ils le font, en fait, si on prend là, les objectifs, les ODD, là, les Sustainable Development Goals, ils en adressent, l'objectif, c'est d'en adresser 3, en fait, mais principalement, c'est nutrition et eau. Voilà, c'est un peu lié à leur business. Et donc, ils investissent, ils en ont choisi 12 dans le monde. Attendez, je valide une personne qui arrive dans Zoom, là. On fait tout ici. Formidable. Voilà, et c'est plutôt nutrition, ils en ont 4 et ils en ont 8 dans l'eau. Voilà. Et alors, juste peut-être pour comprendre les critères de sélection qu'ils ont utilisés, d'abord, ils sont un partenaire stratégique, ils sont toujours actionnaires minoritaires dans ces entreprises-là. Il y a un ticket d'entrée minimum de 300 000 euros comme en tant qu'investisseur. C'est que des entreprises sociales, donc généralement des social business.
soit focalisé sur l'alimentation, soit focalisé sur l'eau. Évidemment, dans des pays à très faible revenu, donc c'est que des pays pauvres. Ça a démarré en Asie du Sud-Est, en Afrique et c'est en Amérique latine. Et enfin, ça c'est très important pour eux, c'est des business qui ont une croissance exponentielle. Voilà, donc ils cherchent des sociétés qui peuvent créer un impact. Voilà, donc ils mesurent le nombre de personnes qui auront accès à ces produits à faible coût, mais à grande qualité. Et en fait, vous le verrez dans le dernier exemple que je mentionnerai à la fin, l'exigence, c'est que c'est le niveau de qualité des produits que vous achetez, vous, dans le commerce. Donc, c'est assez surprenant quand même, parce que le prix de revient est extrêmement bas. Donc, voilà, c'est l'exemple pour moi de Danone Communities. La beauté du modèle, c'est que c'est durable, dans le sens où s'ils arrêtent de financer, les entreprises continuent. Pourquoi? Parce qu'ils vendent le produit et l'argent permet de financer le run de l'entreprise. Et donc, les produits vont continuer d'être vendus, même si on n'investit plus. Si on n'investit pas, l'entreprise sociale arrêtera sa croissance. Donc, voilà, c'est leur modèle. Alors, pour continuer d'illustrer, je vais passer sur le cas de l'entreprise que je connais bien, et on travaille beaucoup avec Danone, et on est en partenariat sur plein de sujets. Mais pour peut-être être un tout petit peu interactif, je vais revenir en arrière parce que je vous donne la réponse. Les ODD ou les Sustainable Development Goals, est-ce que ça vous dit quelque chose, que ce soit en remote ou dans la salle? Voilà, très bien. Alors ça, c'est la première bonne réponse. Il y en a combien? Voilà, c'est encore une bonne réponse. Il y en a qui sont rapides. Il y en a 2 très bons là dans la salle. Alors le premier, c'est… Ah ben voilà. Voilà. Ah ben, qui l'a dit? Pauvreté. Voilà, bravo. Bravo, pauvreté. Donc, il y en a 17. Je peux vous donner l'adresse où vous trouvez toutes les informations sur Internet. C'est un site que je manage, transitionécologique.free.fr, qui est recommandé dans la salle pour avoir les informations précises dessus. Donc voilà, il y en a 17. Pourquoi je dis ça? C'est que par rapport à la présentation que Hugues a fait avant, on a le choix. Et quand il disait que la majorité des problèmes auxquels on fait face sont liés aux entreprises en ce qui concerne les émissions de carbone, c'est vrai. Mais si on regarde les 17 objectifs, ce n'est pas les États qui vont les solutionner, sinon il n'y aurait plus de pauvreté, il y aurait… Voilà. Donc, ça veut dire que c'est ce qu'on a considéré comme Danone, comme une société dans laquelle je travaille, Accenture, on a considéré que c'était notre job de contribuer à atteindre ces objectifs-là. Voilà, et je vais y venir. Alors, la façon à laquelle nous, on le regarde, alors, vous m'excuserez parce qu'il y a un peu de français, un peu d'anglais, il y a plutôt d'anglais que du français, mais c'est donc le développement durable, sustainability, la façon à laquelle nous, on l'interprète, c'est qu'on le fait par défaut sur tous les projets, c'est-à-dire qu'on l'intègre à l'intérieur. Quand une société de beauté veut optimiser sa supply chain, ben on met des mesures dans leur système informatique pour contrôler leur supply chain, pour l'optimiser, pour réduire l'impression carbone de leur supply chain et faire la traçabilité de leurs fournisseurs, alors qu'avant, ils ne le faisaient pas. Voilà, pour garantir le produit final au consommateur. D'être une société responsable, à la fois vis-à-vis aussi des citoyens, et puis d'intégrer dans tous nos services la sustainability. Donc, pour essayer de l'illustrer, d'abord, la première chose, c'est que pour reprendre ton point d'introduction, la première chose qu'on a fait, c'est que, en fait, on s'est dit, on doit prendre des engagements. Et en fait, ça peut paraître un peu, parfois peut-être commercial. Certains disent, ouais, vous faites ça pour faire, c'est de la com. Voilà, vous faites un positionnement. Mais en fait, c'est que non, parce que c'est des engagements qui sont pris dans tous les pays dans lesquels une entreprise comme Accenture est positionnée. Et on peut s'appuyer sur l'ensemble des équipes parce qu'on est à peu près, là, à ce jour, environ 630 000 employés. Donc, il y a une masse de gens qui s'engagent sur l'ensemble de ces indicateurs. Et comme vous voyez, on signe les engagements de ne pas dépasser les 1,5. Il y a une structure qui permet de faire ce qu'on appelle des science-based targets qui garantit les objectifs qu'on se fixe en tant qu'entreprise. C'est-à-dire que ce n'est pas des objectifs farfelus, mais c'est validé par une structure. Donc ça, c'est des choses qu'on fait. D'avoir 0 émission d'ici 2025, de n'acheter à partir de 2023 que de l'énergie renouvelable. Donc ça, ce n'est pas une option, c'est pour exécution. Que tout soit recyclé, c'est-à-dire qu'il n'y ait aucun, dans la gestion des buildings, qu'il n'y ait aucune perte, tout soit recyclé, qu'on gère les problèmes de risque, notamment dans les pays pauvres dans lesquels on travaille, où il y a pas mal d'inondations, où il y a pas mal de sécheresse.
Donc, on a un engagement pour contribuer à résoudre ces problèmes-là, ou en tout cas les impacts de ces problèmes. Et ça inclut d'ailleurs aussi l'eau de boisson, on y reviendra. Et puis, comme le font nos clients, on impose à nos fournisseurs de respecter certains de ces engagements-là, sinon on ne travaille pas avec eux. Donc, en fait, c'est ça la beauté du système, je pense, c'est que c'est aux entreprises de s'organiser entre elles. Et c'est ce que les États ne pouvaient pas faire avant, parce que d'abord, on ne fait pas ça par une loi, mais c'est les entreprises qui signent un accord lié à l'engagement de Paris pour respecter et contribuer à l'atteinte des objectifs. Voilà. Et donc, on s'impose la règle entre nous quand on achète les services. Alors, l'autre, que je suive, voilà, sur les deux écrans. Un autre élément pour illustrer, ce n'est pas de la promotion, mais juste pour illustrer des exemples de qu'est-ce qu'une entreprise responsable ou qu'est-ce qu'on fait. Historiquement, dans cette entreprise Accenture, avec l'ancien CEO qu'on avait, le français Pierre Nanterme, il avait dit, en 10 ans, on va former plus de 3 millions de personnes. L'objectif qu'on s'était donné, c'était au-delà du travail qu'on fait avec nos clients, c'est dans les pays où on est, de former des gens dans des domaines, pas que la technologie, pour qu'ils trouvent un travail ou qu'ils retrouvent un travail. Et en fait, l'engagement qui a été pris, il a été mesuré, et en 10 ans, on a atteint 4,5 millions de personnes qui ont été formées pour trouver un travail. Et donc, la garantie, quand on a mesuré l'impact, c'est que la personne avait un travail. Ensuite, bon, déjà, certains jeunes ici le diront, ils rejoignent aussi une entreprise qui donne la flexibilité de pas que faire du travail pour ses clients, mais aussi travailler sur des projets qui ont un impact. Typiquement, les projets de Danone Communities, il y a des gens d'Accenture qui travaillent sur ces projets-là. Donc, ils font ça en mode pro bono. Ce n'est pas un travail, ce n'est pas facturé, mais c'est leur passion. Donc, on leur donne 1 an, 2 ans pour le faire et ils sont payés pour le faire. Voilà. Et aujourd'hui, si on regarde, alors on est dans le monde, on est 630 000, et en France, on a à peu près 2000 personnes qui, pas chaque jour, mais sur une année, travaillent sur ces projets-là. Donc, c'est significatif sur le volume global d'activité. Après, je pense que c'est bien aussi de regarder des exemples. Et si on est en France, donc c'est bien, j'ai mis 4 petits exemples ici. Avec Mosaïque RH, ce qui a été fait, en fait, c'est d'aider des jeunes, enfin de former des jeunes sur des nouvelles technologies pour qu'ils trouvent un travail. Un jeune, un mentor, vous avez peut-être entendu, le gouvernement l'a annoncé, c'est une plateforme qui a été lancée, et qui a été lancée il y a un peu plus d'1 an, je crois. Et l'année dernière, il y avait 100 000 mentors français qui coachait 100 000 jeunes pour trouver un emploi. Je sais que tu es coach, n'est-ce pas? Donc, c'est répliquer ton modèle et le faire 100 000 fois. Voilà, et ça a été fait via une plateforme technologique. Donc, les mentors s'inscrivent, les mentis s'inscrivent, ils se rejoignent et ils travaillent ensemble pour que le mentor aide le jeune à trouver un job. L'année dernière, on a pu, pas que nous, mais cette plateforme a permis d'activer 100 000 jeunes. Et cette année, c'est encore 100 000 jeunes qui sont prévus. Donc, ça fait quand même 200 000 jeunes en France. Ce n'est pas un petit nombre. Mais ça montre aussi la mobilisation des citoyens qui veulent s'entraider, parce que ce n'est plus l'État qui trouve les solutions, c'est les citoyens qui s'aident entre eux. Access, c'est un autre, c'est moins dans le volume, mais c'est pour aider à l'insertion des jeunes vraiment en grande difficulté ou en situation de handicap. Il y a une structure qui s'appelle ARES, et qui en fait recrute ces jeunes-là, les forme, et après on les met sur les projets chez nos clients. Et on se définit d'ailleurs par projet un objectif en disant si on doit staffer, mettre 100 personnes sur un projet, il y en aura 5 qui viendront de cette structure-là. Et les clients adorent ça, et donc c'est un objectif commun et on se le fixe et on l'atteint. Et le dernier, c'est Mille et une fontaines. J'avais déjà eu l'occasion d'en parler avec vous ici. Mille et une fontaines, j'ai mis quelques détails ici, mais dans les 12 projets que sponsorise Danone Communities, il y a quelqu'un dans la salle qui reconnaît le slide qu'elle a fait. Chez Danone Communities, il y a 12 projets. Il y en a un, justement, c'est Mille et une fontaines. Et c'est quoi Mille et une fontaines? C'est un social business qui a constaté qu'il y avait plus de 2 milliards de personnes dans le monde qui n'ont pas accès à l'eau potable. Et on s'est dit, et chaque année, il y a 4 milliards qui sont distribués pour fournir de l'eau potable. Mais ça n'est pas durable, ça ne reste pas. On fait des puits, mais après, les personnes qui l'ont fait s'en vont et ensuite, le puits est ensablé. Donc, le modèle qui a été créé, c'est de se dire, je vais dans des pays dans lesquels il n'y aura jamais de canalisation, il n'y a pas d'eau potable disponible, et pour information, toutes les 90 secondes dans le monde, il y a un enfant qui meurt parce qu'il n'a pas accès à l'eau potable. Tous les 90 secondes dans le monde, un enfant qui meurt parce qu'il n'a pas accès à l'eau potable. Et le constat, c'est de se dire, je vais puiser l'eau, je vais la filtrer dans le village, donc je crée un site de production
je filtre l'eau, je la mets en bonbonne, donc je la sécurise, je vais la distribuer chez l'habitant et j'ai un processus qui identifie automatiquement quand c'est vide, je ramène une nouvelle bonbonne. Mais l'eau est vendue, mais elle est vendue au prix de revient. C'est-à-dire quand on investit, on crée un site de production, ça coûte à peu près 30 000 € et ça permet de couvrir 3 000 à 5 000 personnes. En fait, les gens ont fait cet investissement et ce que les gens payent, c'est le coût pour maintenir le service. C'est-à-dire que si demain on arrête d'investir, ça va rester là à vie. Et aujourd'hui, le ratio est si on met 10 $, on peut garantir de l'eau à vie pour une personne. Pourquoi? Parce qu'après avoir mis les 10 $, le business va continuer, on n'a plus besoin de l'aider. Ça a été démarré au Cambodge et c'est là où on a pu démontrer qu'en fait, ça pouvait devenir autonome au bout d'un moment. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin d'investir et le business est auto-porteur. C'est en place à Madagascar, c'est en place au Vietnam et c'est en place au Bangladesh, au Myanmar, en force de croissance. Et les équipes sont en train de regarder pour démarrer en Indonésie, en Afrique, en Inde et potentiellement aux Philippines. Voilà. L'intérêt de ce projet-là, c'est de se dire qu'en fait, si les entreprises se rejoignent, on peut résoudre un problème global dans le monde. Aujourd'hui, ça distribue de l'eau à 1 million de personnes dans ces pays-là. Ça représente à peu près 60 à 70% de la production globale de Badois. C'est plus de 220 millions de litres d'eau par an. Voilà. Et c'est un business qui emploie 1000 personnes et qui a un budget de gestion du management de juste quelques millions d'euros. Donc, pour aller au bout du message, l'intérêt d'un modèle comme ça, quand on voit que ça peut durer, c'est-à-dire qu'on peut investir et que le service continue, c'est de se dire, et c'est ce qu'on est en train de se dire, c'est pourquoi pas aller jusqu'au bout du modèle, c'est-à-dire il y a plus de 2 milliards de personnes dans le monde qui n'ont pas accès à l'eau potable. Donc, le projet en cours, et je clôt là-dessus, c'est de se donner un objectif pour Minute Fontaine d'ici 2030 d'atteindre 10 millions de clients, parce que ce sont des clients, 10 millions de bénéficiaires, et de lancer un programme global dans le monde avec les Nations Unies, l'OMS, l'Union européenne, pour atteindre 2 milliards de bénéficiaires. Les délais ne sont pas fixés, mais c'est l'ambition. Voilà en synthèse un exemple de quelques actions prises par deux grands groupes, à la fois Danone et Accenture. Merci de votre écoute. Je propose qu'on prenne une ou deux questions dans la salle pendant que Laura se met en place. Par contre, il y en a un autre qui marche. Tu veux prendre celui-là? C'est deux. Les deux? Toi, tu fais ça, je fais celui-là pour toi. Oui, moi j'ai une question qui est en fait relative aux priorités. Je suis assez admirative de ce qui est fait sur l'eau, sur Minute Fontaine, c'est ça que vous faites. Et en même temps, je voyais l'image de la bonbonne en plastique. Et on sait que le plastique dans tous ces pays, notamment africains et d'Asie, sont un véritable fléau local. Et comment vous gérez en fait cette priorisation de l'immédiateté en source des enfants en leur proposant de l'eau et en même temps on génère du plastique pour des dizaines d'années qui viennent. La réponse, alors c'est vrai, mais en même temps, il y a deux éléments de réponse. La première, c'est que 100% des bonbonnes sont recyclées. Recyclées dans deux sens, c'est-à-dire qu'on les réutilise, on les nettoie, on les purifie, on les re-remplit. Et quand elles sont abîmées, elles sont recyclées pour devenir des bonbonnes neuves. Donc, il y a zéro perte. On produit du plastique au début, mais il y a zéro perte. Et souvent, c'est des bonbonnes qui étaient utilisées pour d'autres choses avant, qu'on a repris plutôt que d'être jetées. Voilà. Et en même temps, la deuxième information qui n'est pas liée directement au plastique, c'est que l'énergie utilisée est solaire dans les centres de production. Et donc, l'entreprise génère des points carbone puisque les villageois n'utilisent plus de gaz pour bouillir l'eau. Et donc, le Minute Fontaine revend à des grands groupes comme nous des points carbone. Tu n'as pas cité de chiffres, ni pour Danone Communities, ni pour la Fondation Accenture. Ça représente quoi en millions
Franchement, j'ai pas les chiffres. Je sais que la Danone Communities le font et plusieurs dizaines de millions d'euros, mais il faudrait laisser Corinne répondre. J'ai pas les chiffres, mais en tout cas, c'est en croissance exponentielle parce qu'en fait, les personnes qui rejoignent une société comme la nôtre, en fait, ils demandent de le faire. En fait, il y a plein de programmes RSE dans les écoles de commerce et donc, quand ils rentrent dans une entreprise, d'abord, ils vont dans une entreprise qui le fait et qui leur donne du temps dans leur temps d'emploi où ils sont payés pour le faire. Mais non, je peux pas, je suis désolé, je n'ai pas les chiffres avec moi, je ne peux pas dire de bêtises. Merci Yves. Une dernière question, si tu veux. Une dernière question très rapide. Soit tu fais toi-même, soit je t'en fais un Moi, je voudrais savoir, concernant justement les emballages comestibles que vous avez évoqués tout à l'heure, je voulais savoir où est-ce que vous en êtes. Alors, c'est pas moi, c'est Corinne, et donc je ne sais pas. Oui, je l'ai mentionné parce que je me suis permis de parler Danone Communities, mais je ne fais pas partie de Danone, je fais partie de la société Accenture, et donc je sais que le projet a été lancé parce que Ribou m'en avait parlé, on en avait parlé justement avec le professeur Mohamed Younous, il lui-même avait expliqué ce qu'il avait fait dans son pays là-dessus, mais ça c'était il y a à peu près il y a 10 ans. Mais aujourd'hui, j'imagine que ça continue, mais je ne sais pas où ça en est en termes de volume. Mais en tout cas, à partir du moment où ils l'ont lancé, je pense qu'ils le maintiennent. Je vais parler de greenwashing, enfin bon, aussi, mais… Ouais. Allez-y. Non, mais c'est vrai qu'on parle beaucoup de greenwashing, que ce soit pour Danone ou tous les gros groupes alimentaires et agroalimentaires. Donc là, c'est vrai que ça fait très vertueux, tant mieux. Et donc, je voulais savoir si vous aviez un mot à dire là-dessus, ou si tout va mieux dans le meilleur du monde, et en train d'aller mieux dans le meilleur du monde. Non, mais si vous voyez là, les objectifs que j'ai mis, que l'entreprise Accenture cherche à atteindre, d'abord, est-ce que c'est, comment dire, est-ce qu'on le fait juste pour le fun? Non, d'abord, on le fait parce que c'est une conviction d'entreprise. On le fait comme on a décidé d'avoir, d'ici 2025, d'avoir 50% de femmes et 50% d'hommes. Donc, chaque année, moi, dans mes équipes, je recrute 50% de femmes. Et si quelqu'un dans un manager ne le fait pas, il n'aura pas son bonus. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est une directive de management. Et comme c'est vertueux, vous l'avez dit, chaque entreprise se fixe des objectifs similaires. Nos fournisseurs, on leur impose, nos clients nous l'imposent. Donc, on ne peut pas répondre à des appels d'offres si, en tant qu'entreprise, on n'est pas engagé dessus. Donc, pour les entreprises, que ça les plaise ou non, ils n'auront pas le choix. D'autres entreprises ont pris le devant et en disant, je m'y engage. Et encore une fois, franchement, quand vous recrutez des jeunes, nous, on en recrute à peu près 200 000 par an. Pas tous, mais une grande partie. Regarde si l'entreprise a pris des engagements avant de la rejoindre. Donc, je trouve que c'est super vertueux. Et donc, voilà, ceux qui en rigolent, ceux qui regardent, ils pourront en pleurer plus tard, je pense. Merci. Laura? Oui, bonsoir. Ce soir, je vais apporter un peu un troisième axe. Le premier défendait plutôt l'action de l'État, le deuxième plutôt les entreprises. Voilà, donc c'était les moteurs principaux du changement dont nous nous accordons tous, je pense, à dire qu'il est nécessaire et urgent et que le virage à faire pour le bateau est un gros virage. Moi, je m'intéresse à la RSE depuis le début des années 90 et pour répondre à la question, est-ce que les entreprises font assez? Clairement, quand on voit les indicateurs d'émissions et on pourrait continuer sur d'autres sujets, le résultat n'est pas là, en fait. En tout cas, dans les 30 dernières années, le résultat n'est pas là. Alors peut-être que voilà, en vous entendant, j'ai envie de croire que ça va changer radicalement dans les années qui viennent, mais le temps à notre disposition étant tellement court que tout le monde doit faire sa part, donc État, entreprise, collectivités locales qui n'ont pas été citées, mais dont pas mal d'études montrent qu'en matière de gaz à effet de serre, c'est à peu près la moitié aussi, parce qu'en fait, ça dépend comment on compte. Voilà, à peu près la moitié, les collectivités locales ont la main dessus.
Et donc, moi, j'ai un passé où j'ai travaillé et pour des entreprises, en particulier la Banque de France, et pour des collectivités locales. Et j'en suis venue à travailler pour l'Église parce qu'il me semblait que finalement, le plus efficace et le plus important, et ce qui pouvait nous permettre d'atteindre un changement aussi important que celui qu'on doit atteindre maintenant, qui est donc, le mot utilisé souvent dans l'Église, c'est la métanoïa, donc le retournement. C'est un mot grec, qui veut dire le retournement, se retourner comme on retournerait une chaussette. Donc, c'est un gros changement. Le pape François parle de conversion écologique. Là aussi, voilà, se convertir. Pour ceux qui fréquentent les églises, quand on dit au début du carême, convertissez-vous et croyez à l'évangile, se convertir, c'est un gros virage, c'est pas un petit virage. Donc, je ne veux pas vous faire peur, parce que c'est possible, mais pour ça, il faut changer pas mal, en fait. Donc, je voulais vous informer d'une rencontre d'abord qui a eu lieu en 2020 à Assise et qui a été provoquée par le pape François, qui s'appelait l'économie de François. Il a donc appelé 2000 jeunes entrepreneurs et économistes à réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait changer l'économie pour remplir à la fois ces objectifs du développement durable qui ont été cités tout à l'heure et à la fois un objectif de société, d'écologie intégrale, de société où les interrelations sont non seulement durables, vivables, mais bonne et épanouissante pour l'être humain, parce que finalement, on peut être vertueux en matière écologique et puis être pénible avec ses voisins ou avec sa famille ou être malheureux, et donc ça ne serait pas le résultat souhaité. Alors, quelque chose d'amusant, c'est que peut-être les connaisseurs de la vie de François d'Assise seront étonnés de cette image et étonnés que cette rencontre sur l'économie ait lieu à Assise. Pour les non-connaisseurs de François d'Assise, François d'Assise a démarré sa carrière de saint, si on peut dire, en se révoltant contre son père, qui était un entrepreneur du textile. Il vendait des tissus, c'était un grand commerçant de tissus international, c'était un peu les multinationales de l'époque, la Florence et l'Ombrie, voilà, où est Assise. Et il a dit à son père: moi, je ne mange pas de ce pain-là. Ton commerce, c'est pas là qu'est l'avenir, c'est pas là qu'est la vocation, c'est pas là qu'est l'appel de Dieu. Pour suivre l'appel de Dieu, je refuse de prendre ce chemin-là. Et il a refusé tellement que sur la place de la ville, il a eu un procès contre son père et il s'est dépouillé au point d'être totalement nu, de s'enlever le moindre vêtement qui appartenait à son père. C'est-à-dire c'était quand même un décroissant tout à fait radical et un peu infréquentable. Mais il a eu un certain succès par la suite. Et donc, le pape François a demandé donc à ses économistes de réfléchir à un monde différent parce que nous sommes dans une impasse à la fois physique et humaine. Une impasse physique, on voit que la Terre devient inhabitable. Les indicateurs, on vous a parlé tout à l'heure du CO2, mais d'autres indicateurs vont tout à fait dans le même sens, qu'il s'agisse de l'eau potable disponible, de l'extinction massive des espèces, des zones maritimes, de la déforestation. On voit que 8 indicateurs sur 9 sont au rouge et que 15 000 scientifiques, il y a quelques années, ont dit que le changement, ont appelé fortement un changement radical d'orientation. Je répéterai ce mot, même s'il peut un peu hérisser parfois, mais le mot radical est aussi utilisé souvent sur les questions écologiques par le pape François pour montrer l'ampleur en fait, un peu du changement qui est nécessaire. Donc ces indicateurs sont au rouge. Ces indicateurs, ce n'est pas que des courbes, c'est des êtres humains. C'est des êtres humains
Là, quelques effets du changement climatique en cours aux Philippines, au Sahel, en Australie, au Bangladesh. On estime actuellement à 25 millions le nombre de personnes qui doivent quitter leur maison pour les causes de changement climatique, quitter leur maison, parfois leur région, leur ville, leur pays. Essayons de nous imaginer 2 secondes si on devait quitter notre maison et tout ce qu'il y a dedans du jour au lendemain, voir notre famille. Et essayons de ressentir, parce que sinon on n'est pas assez motivé, si on ne s'imagine pas dans cette situation. Et ces 25 millions, l'ONU nous dit qu'ils seront plutôt 250 à 500 millions d'ici 20 ans. Donc 20 ans, c'est pas 20 à 30 ans, c'est pas très loin. Donc impasse physique et impasse humaine aussi à cause du niveau des injustices. Ce qu'on voit dans cette coupe de champagne, c'est que en fait les 49%, les 10% les plus riches du monde, émettent actuellement 50% des gaz à effet de serre. Et les autres, les 50% les plus pauvres du monde, la base de la coupe, la partie fine, émettent 10% des gaz à effet de serre. Donc, vous vous rendez compte un peu du gap. Et j'ai interrogé les gens qui ont fait cette étude pour savoir qui étaient les 10% les plus riches du monde. Ça doit être les gens qui se baladent en jet privé, etc. En fait, c'est les gens qui gagnent en moyenne plus de 4 000 € par mois. Non plus les milliardaires. Donc voilà, on en fait partie, un certain nombre d'entre nous en tout cas, et donc nous aussi on a changé. Alors, donc je vous disais double impasse, mais aussi signe d'espoir. Certaines multinationales qui s'y mettent et aussi des jeunes générations conscientes qui veulent faire autrement. Bien sûr, là, je vous montre la rencontre de Greta Thunberg avec le pape François. Greta Thunberg, beaucoup de gens disent « Ah, bah, c'est une petite Suédoise, elle est privilégiée, etc. » Mais en fait, là où se prend le mieux le mouvement des jeunes lycéens pour le climat, c'est en Afrique, c'est en Amérique du Sud, c'est aux Philippines, c'est dans des pays où le climat n'est pas une idée abstraite. Le climat, c'est ce qui a fait déménager votre tante, votre grand-père, qui a tué quelqu'un, etc. Enfin, c'est une réalité très physique. Alors, du coup, faire la grève pour le climat, c'est pas grand-chose de faire une grève quand sa maison s'est écoulée, en fait. Donc, ça prend très, très fort. Moi, je fréquente un peu ces types de réseaux et j'étais étonnée de voir que le discours qu'on avait autrefois de se dire « Ah, mais les gens des pays du Sud, ils ont d'abord besoin de se développer, l'écologie, on verra après. » Mais non, ce n'est pas ce qu'ils pensent et ce n'est pas ce qu'ils vivent. Donc, des jeunes engagés, ce type de jeunes, mais aussi d'autres, les jeunes diplômés, par exemple. Il y a eu, il y a quelques années, un appel de 30 000 jeunes diplômés de grandes écoles appelant les multinationales dans lesquelles ils étaient appelés à travailler à réfléchir parce qu'ils ne voulaient pas travailler avec eux s'ils gardaient cette orientation. Ils se disaient, mais nous, on est appelés à travailler dans ces entreprises, mais on leur demande, dans leur appel, ils disaient ça, je cite, « Un changement radical de trajectoire est aujourd'hui l'option qui nous ouvre les perspectives d'avenir les plus épanouissantes. » Autre citation, « Les entreprises doivent accepter de placer les logiques écologiques au cœur de leurs organisations et de leurs activités. » Voilà, donc signe d'espoir. Et enfin, le troisième signe d'espoir, donc les jeunes générations, les mouvements de jeunes pour le climat et l'engagement des églises, qui est un peu l'autre facteur nouveau dans le panorama. Parce qu'en fait, les entreprises, elles se mobilisent, mais elles se mobilisent depuis longtemps. Moi, je me souviens d'entreprises pour l'environnement en France, peut-être quelqu'un des plus anciens connaissent, il y a quelques décennies, qui a mobilisé toutes les entreprises pour l'environnement, du Global Compact, qui devait être un accord des entreprises avec l'ONU, qui devait tout changer, mais je parle d'il y a plusieurs décennies.
le changement, il n'a pas eu lieu. Sans doute, de très beaux projets ont été développés, mais ça ne se voit pas sur les indicateurs globaux. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'il y a cet acteur nouveau qui, en particulier, depuis plusieurs décennies aussi, mais plusieurs décennies par petites touches, peut-être un peu plus dans le monde orthodoxe et protestant, mais en tout cas dans le monde catholique, un grand événement, ça a été la publication de l'encyclique Laudato Si, loué sois-tu, reprenant une phrase de Saint François, qu'on a cité tout à l'heure, qui est une prière de Saint François à l'aube à Frère Soleil, où voilà, il loue le Seigneur pour ses dons. Et cette encyclique, elle nous place dans une position où finalement la terre, les éléments de la création ne sont pas des ressources, comme disent nos amis les économistes, des stocks, en gros des garde-manger où on irait se servir, parce qu'en fait les mots, en fait, on voit les choses d'une certaine façon si on utilise certains mots. Donc ces éléments de la création, si c'est des créations, c'est un cadeau de Dieu, donc ça se traite avec respect. C'est pas juste un stock dans lequel on va le servir. Et donc, les églises, parmi leurs engagements, il y en a un que vous ne connaissez peut-être pas et qui est très fort, qui est le mouvement pour le désinvestissement des énergies fossiles. Là, vous voyez un schéma où, dans le monde, depuis une dizaine d'années, nombre de diocèses, de congrégations religieuses, d'ONG chrétiennes ont décidé que leur épargne, l'argent qu'ils ont à la banque ou dans des fonds, ne devait plus servir à financer de nouvelles extractions de pétrole, de gaz, de charbon. En se disant que les experts nous ont dit au moment de l'accord de Paris, pour tenir les 2 degrés, vous savez, il y a ce seuil de 2 degrés au-delà duquel le climat peut s'emballer à un niveau inimaginable. Donc ce seuil de 2 degrés, tous les scientifiques, tout le monde s'accorde à dire qu'il est vraiment à ne pas dépasser. Et pour tenir ce seuil à 2 degrés, en 2015, on considérait que 80% des ressources fossiles connues devaient rester dans le sol, ne pas être extraites. On sait qu'elles sont là, mais on n'y touche pas. On les laisse pour les générations futures, on y va doucement. Actuellement, il y a 6 mois, l'Agence internationale de l'énergie, commissionné par les États, tout à fait quelque chose de tout à fait officiel et de tout à fait rigoureux, a dit c'est pas 80%, c'est plus rien en fait. Il ne faut, à partir de maintenant, plus rien, plus faire de nouvelles exploitations. Donc les exploitations qui sont en cours, les derricks et tout ça, ils peuvent continuer et finir de sortir ce qu'il y a sous la terre, mais on ne doit pas en créer de nouveaux, sinon on ne tient pas les objectifs. Et qu'est-ce qu'elles vont avoir avec ça, les églises? C'est de dire, pour qu'on n'aille pas exploiter de nouvelles ressources fossiles, eh bien, il ne faut pas financer cette exploitation de nouvelles ressources fossiles. Donc, notre épargne, on considère que si on la met dans des projets et dans des entreprises qui vont exploiter de nouvelles énergies fossiles, parce qu'elles continuent en fait, eh bien, c'est un problème moral. Il y a une trentaine d'années était né le mouvement de l'investissement socialement responsable dans les congrégations religieuses. Il y avait une religieuse française qui était vraiment très à la pointe de ça, mais dans d'autres pays aussi, qui disaient bon, notre argent compte, notre argent a un impact. Donc, on va éviter de financer la prostitution, ce qui peut financer des armes, de la prostitution, des manipulations génétiques, etc. On va faire attention à ce que devient notre épargne. Et de la même façon, ils se disent, tous ces organismes, on va faire attention à ne pas financer de nouvelles exploitations d'énergie fossile. Et donc là, on a une carte des organisations qui ont pris cette décision. Une annonce a été faite à la dernière COP et on est passé en 2015 de 50 milliards. Si j'arrive à sortir quelques milliards, avec Église verte, j'y arriverai pas, de 50 milliards à 39 000 milliards, en fait, entre 2015 et 2021. Voilà, vous imaginez le saut, qui ont été détournés des énergies fossiles
pas uniquement grâce aux organisations religieuses, elles ont été un peu à la pointe, mais il y a aussi Harvard, la Fondation Ford, la Fondation Rockefeller, etc., d'autres organismes, pas mal d'universités qui sont lancées dans ce mouvement, mais 35% sont constitués par des organisations religieuses. Alors, je passerai très vite sur l'écologie intégrale, du coup. Donc, je vous disais que c'était une histoire déjà un peu ancienne dans l'Église, Paul VI, Jean-Paul II, Benoît XVI. Peut-être un message important de Laudato Si, c'est le lien entre les deux crises, de dire qu'il n'y a pas d'un côté une crise environnementale et d'un autre une crise sociale, mais qu'il y a une seule et complexe crise socio-environnementale, donc analyse de la crise qui est unique et une solution par une approche intégrale. En liant le combat pour la pauvreté, la dignité des exclus et la préservation de la nature. Ces deux choses-là vont de pair. À chaque fois qu'il y a Laudato Si, c'est des citations de Laudato Si, donc une lucidité sur le niveau de gravité de la situation, un point de rupture, et quelque chose que peut apporter aussi Laudato Si, mais j'y passerai très vite, mais je vous recommande, ça fait 180 pages et c'est écrit de façon à être lisible par tout le monde, de le lire par vous-même, tout simplement. C'est deux des causes identifiées de la crise écologique et sociale. Un, le paradigme techno-économique, le fait de se faire prendre finalement par la technique et l'économie qui, à un moment donné, imposent leurs propres lois. Voilà, je ne développe pas. Et l'anthropocentrisme moderne, c'est-à-dire de placer l'humain tout à fait au-dessus et en domination, en surplomb sur le reste de la création et ne pas le voir comme un élément, comme une interpénétration de liens entre les humains et le reste de la création. Donc, dans l'élan de cette écologie intégrale, en France est né une organisation, enfin un label qui s'appelle le label Église verte et qui est proposé aux communautés chrétiennes et qui leur propose un outil de conversion écologique que je pourrais développer si vous me posez des questions après, voilà, qui passe par un éco-diagnostic en ligne sur des domaines qui vont des célébrations, il y a tout un aspect spirituel, au bâtiment, au terrain, au mode de vie, et à l'engagement, y compris citoyen et local. Voilà, c'est un réseau qui fait actuellement entre 600 paroisses à peu près, qui a été créé il y a 4 ans, mais qui est en croissance vraiment très, très forte. Et qui se développe aussi, créé pour les paroisses, il se développe actuellement aussi pour les aumôneries, les jeunes, les étudiants, les collégiens, lycéens, mais aussi les associations, les monastères, les congrégations. Voilà. Je passe un petit peu vite, mais je termine peut-être avec cette idée que la crise écologique, c'est un appel à une profonde conversion intérieure. En fait, la force de Laudato Si, c'est qu'on ressent les choses. Voilà, on peut les comprendre avec sa tête, mais si elles ne descendent pas au niveau du cœur, elles n'arrivent pas au niveau des mains. Donc, il faut les trois niveaux. Et c'est une grande force de Laudato Si et de la prière en particulier qui est proposée à la fin de Laudato Si. Une autre phrase qui me semble importante à retenir, c'est que vive la protection, la vocation de protecteur de l'œuvre de Dieu, une part essentielle d'une existence vertueuse. Ça n'est pas quelque chose d'optionnel ni secondaire, même si peut-être en tant que particulier, on peut jouer qu'entre 25 et 50% des émissions, après il y a du débat d'experts, cette conversion, elle est essentielle parce qu'après, on agit où qu'on soit. Finalement, dans les entreprises aussi, c'est quand même encore des humains qui prennent les décisions. Et donc, évidemment, on n'a pas le même pouvoir d'action si on est locataire, si on a une faible rémunération. Et si, par exemple, on est un peu plus aisé, je voyais que dans le ménage héroïque tout à l'heure, il n'y avait pas isolé sa maison, il y avait mettre les thermostats. Mais si on peut investir dans une vraie isolation de sa maison, là, ça descend beaucoup plus sérieusement l'impact. Et donc, tout à fait pour terminer, je vous invite à ce que chacun de vous se pose la question de quelles sont ses marges de manœuvre, peut-être par son travail, peut-être par ses voisins, peut-être par sa paroisse,
l'appel du crucifix de Saint-Damien, c'est « François va et répare notre maison », comment nous-mêmes, on pourrait contribuer à réparer notre maison. Merci. C'est bon, non, il n'y a pas. Tu peux continuer. Une des Si, questions. j'ai cru que j'allais tout faire, mais je ne suis pas allée. J'ai essayé de. Parce qu'à gauche. C'était quelque chose qui était à la mode, je dirais, il y a 20-30 ans, c'était l'éducation des femmes. Et je le vois nulle part. Alors, je pense qu'il y a un gros problème entre psychologie et démographie. Et on sait que contre démographie dans les pays les plus pauvres, il y a une explosion de la démographie, donc de la consommation, donc de l'emprise de l'homme sur Terre. Et je vois nulle part l'éducation des femmes, et on sait que c'est un lien essentiel. Et ça me surprend profondément. Moi, je vous invite à regarder ce graphique. Ah, maintenant, ce n'est pas le bon ordinateur. Le graphique du champagne que vous voyez tout à l'heure, il vous montre quand même très, très clairement qu'en matière d'impact environnemental, ce n'est pas les pays où il y a beaucoup d'enfants par femme qui pèsent lourd, c'est nous, en fait. Et donc, il y a quelque chose, je pense, d'important quand on regarde les entreprises, l'État, c'est de surtout pas, les particuliers, de surtout pas se renvoyer la balle en disant bah, c'est l'autre qui aurait dû faire, c'est l'autre qui doit faire, etc. On a tous notre part de responsabilité, on a tous nos marges de manœuvre, ce qui n'empêche pas que voilà, c'est la question de l'éducation des femmes et des responsabilités des femmes. D'ailleurs, l'Église est en train de bouger sur ce sujet. La question portée sur les femmes, les hommes aussi bien sûr, mais y compris en matière de démographie. Je crois que l'éducation des hommes en matière de démographie, pour avoir vu et entendu des choses sur les hommes contraceptés, évolue dans les jeunes générations. Alors, j'ai deux questions qui s'adressent peut-être aux précédents intervenants. La première, elle concerne le mécanisme de processus carbone. Il y a un certain nombre de sociétés qui, par la compagnie aérienne par exemple, qui se targuent d'offrir à leurs passagers la possibilité de voyager avec un impact carbone neutre. Texte probablement, ils achètent du carbone ailleurs, on plante des arbres, etc. Donc, qu'est-ce qu'il faut penser de ces mécanismes-là qui parfois font voire même carrément dans le greenwashing? Et ma deuxième question, elle concerne, enfin, on parle aujourd'hui d'un sujet qui est évidemment, je pense, central pour beaucoup. Comment est-ce qu'on explique que ce sujet de l'environnement et des problématiques de dérèglement climatique soit aussi peu présent dans le débat politique actuel, et notamment à la prévision des élections présidentielles? Et enfin, je trouve que j'ai l'impression que ce sujet n'existe quasiment pas. Comment est-ce qu'on explique ça? Ça reste là. Pour votre question sur voyager neutre en avion, voyager zéro émission en avion, je vous demande d'avoir les chiffres, simplement. Voilà. Je pense que ça répond à votre question, enfin sans y répondre. Ils rachètent ce qu'ils font. Ce qu'ils font, c'est qu'il y a deux politiques. De toute façon, ce qu'ils font, eux, c'est qu'ils rachètent des points. Plutôt que d'eux-mêmes avoir un impact, même si on prend Air France KLM, ils sont en train de regarder à renouveler leur flotte pour avoir des avions qui produisent moins, bon, mais ça ne sera pas zéro, donc c'est que du rachat. Après, il y a deux politiques de rachat, c'est soit je rachète des points carbone qui sont du carbone avoidance, comme on dit, c'est-à-dire j'évite de produire du carbone, ou alors je replante des arbres. Et les meilleures stratégies, souvent, c'est quand même les sociétés qui achètent des points, qui produisent la génération, enfin, plutôt dans la stratégie de planter des arbres, quoi. Voilà. Donc, il faut regarder aussi comment ils rachètent les points. Voilà. Quelle option ils prennent. Je pense que la deuxième est meilleure, mais après, peut-être que tu as un autre avis. Sachant que pour ce qui est de planter un arbre, on capture du carbone, mais l'arbre, comme tous les arbres, un jour meurt et relibère le carbone. Donc effectivement, il faut s'assurer aussi que cet arbre qui a capturé du carbone est bien suivi par d'autres arbres qui vont continuer à maintenir en fait le stock de carbone. Donc c'est pas évident.
La deuxième question, c'est sur la politique. Je propose que la deuxième question soit répondue à la fin. Ok. C'est sur la campagne électorale et la place Ça laissera le temps de préparer la réponse. politique. Voilà. On regarde la politique pour la fin. Georges. Par rapport au Merci. Je te mets le timer. Hein. Voilà, tu mets sur mon CV. Bien, bonsoir à tous. Moi, je ne suis pas du tout économiste. J'ai travaillé que dans les entreprises. Et dans les entreprises, je n'ai pas travaillé dans la RSE. J'ai vu les dégâts de la manière dont les entreprises étaient gérées et l'impact sur, pas tellement sur l'extérieur. L'extérieur, maintenant, on a tous les chiffres, on voit. Mais sur les gens, sur la performance, qu'est-ce que ça crée? C'est une souffrance, enfin pas tous, heureusement, c'est une souffrance terrible. Et moi, je vais parler de gouvernance. Eh bien, où est-ce qu'on en est là? Oui, on peut. Oui, là, je voulais simplement dire que, bon, d'accord, j'ai fait des études à peu près normales, mais à la fin, c'est ça qui est intéressant, je suis devenu anormal. Pardon. Je suis obligé d'être là. Devant l'ordinateur. Bon, il faut s'asseoir en plus. Ça, c'est les règles, c'est la gouvernance, il n'y a rien à dire. Bon, allez, on va s'asseoir. On va s'asseoir, je vais regarder là. Bon, alors, si vous voulez, le problème, c'est qu'en travaillant comme ça dans les entreprises et sur la performance, avec beaucoup de chiffres, etc., je me suis rendu compte qu'on était en train de casser les gens et en même temps en train de casser la performance, avec les chiffres, avec les indicateurs et compagnie. Donc, ça, je me suis posé toute ma vie, enfin, jusque-là, en tout cas, j'ai cherché à comprendre ce que c'est que la performance. Et quand on comprend ce que c'est que la performance, on se dit, mais c'est génial, sauf que ce n'est pas du tout ce qu'on fait. Donc, je voudrais vous montrer qu'en changeant simplement, en se posant quelques questions sur la performance, si on change, si on élargit notre vision de la performance, on élargit tout. On voit tous les problèmes de façon différente. Oui, je m'excuse, là, je vais en plus un peu vite, j'essaie d'aller vite pour concentrer un peu ces éléments et pour revenir bien sûr à l'écologie. Mais ce que j'affirme, j'en suis convaincu. Inversement, personne n'est obligé d'être convaincu, surtout que personne n'est convaincu. La plupart des gens font exactement l'inverse. Donc, soyez à l'aise. Et quand je critique, je ne critique pas les entreprises, je ne critique pas les juristes, les gouverneurs dans tel ou tel sens. Je critique tout le système et en haut, ou plutôt en bas, au fond du système, notre perception de ce que c'est que la performance. Donc, je voudrais juste vous poser la question, enfin, vous montrer deux définitions de la performance. Est-ce que la performance se mesure? Alors, quand on pose cette question à des gens qui travaillent dans n'importe quelle entreprise, ils disent, mais il est fou celui-là. Sauf quand ils voient que tu as passé ta vie à travailler sur la performance, ils commencent à se poser des questions. Eh bien, voilà, je vous donne ici deux définitions. Une définition ISO 9000, 2015, etc. ISO, c'est un truc mondial. Tout le monde suit, c'est l'autorité mondiale, etc. Et voilà la définition. C'est la performance est définie comme résultat mesurable. Alors, est-ce qu'on peut lui poser la question, est-ce que le résultat est mesurable? La performance est définie comme ça. Voilà. Donc, c'est clair. Et il n'y a personne aujourd'hui dans l'entreprise, ou pas que dans l'entreprise d'ailleurs, ça qui est intéressant, dans l'écologie, dans l'économie, partout. Nous pensons la performance des indicateurs. D'ailleurs, on a vu 17 indicateurs, 7 autres indicateurs, pourquoi pas 17 autres indicateurs, etc. Bon, je ne veux pas taper sur ces indicateurs en tant que tels, mais je dis on passe à côté du problème. Et une autre définition, tu reviens s'il te plaît, merci. Une autre définition, c'est que la performance est un processus de génération de valeur en vue du bien commun.
Alors, quand on dit ça, d'abord, on ne comprend pas grand-chose. On dit, d'accord, c'est iconoclaste, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est censé? Est-ce que c'est censé de parler de bien commun, etc. Eh bien, moi, je vous pose la question, entre les deux définitions, qu'est-ce qui est censé? Dans la première définition, c'est résultat chiffré, ça n'a aucun sens. Il n'y a pas sens au sens direction. Alors que dans la deuxième définition, on peut en dire, il y a des tas de choses qu'on peut dire, c'est qu'il y a un sens. On va vers le bien commun. Alors, tout à l'heure, Laura a parlé de morale. Vous savez que quand on parle dans l'entreprise de morale, sauf si on est dans un comité d'éthique, dans une réunion d'éthique, etc., on peut accepter ça. Mais si vous parlez de morale, ils vont dire, mais de quoi tu parles? On parle d'efficacité ici, ce n'est pas la morale. Bon, je ne citerai pas le grand patron du MEDEF, mais dans une émission de radio, c'est ce qu'il a dit. Dès qu'il était en difficulté par rapport à la question des inégalités, il a commencé à dire, oui, mais il ne faut pas mélanger morale et efficacité. Or, je voudrais juste vous dire que morale et efficacité, c'est fondamentalement la même chose. En tout cas, l'efficacité, ça dépend ce qu'on entend par morale. Si on entend par morale, c'est des règles qu'on définit à gauche, à droite et on dit on suit ça. Ça, effectivement, ce n'est pas ça la morale pour moi. La morale, c'est l'éthique d'Aristote, c'est-à-dire c'est le bien suprême, d'abord définir son bien suprême et dire faire tout pour ce bien suprême. C'est aussi bête que ça. Or, aujourd'hui, quel est le bien suprême des entreprises? Le bien suprême des entreprises, il y a deux mots, croissance et rentabilité, ou rentabilité et croissance. Vous mettez dans n'importe quel sens que vous voulez. C'est ça. Tout est orienté. Alors, maintenant, pour répondre à la question de notre soirée, est-ce que les entreprises sont à la hauteur de l'enjeu écologique? Bon. Mais les entreprises, on a vu ici, pour parler d'entreprise, parce que Laura a parlé d'un autre cas, de notre contexte, mais pour parler d'entreprise, il va présenter deux cas d'entreprise. Quand on voit ça, on dit, mais c'est génial, tout va bien, etc. Et effectivement, il y a des évolutions dans ce sens et c'est extrêmement important. Mais ça ne suffira pas parce qu'on est en train de mettre notre bien suprême dans la rentabilité et fonds propres. Et les gens, ils vont trouver ce que j'appelle les disjoncteurs, c'est-à-dire dès que vous vous approchez du cœur de l'entreprise, de la gouvernance de l'entreprise, eh bien, il y a des tas de disjoncteurs qui mettent en place. Par exemple, Hugues en a évoqué, par exemple, il dit, attends, oui, d'accord, moi je veux changer, mais il faut d'abord que mes copains changent aussi, avant moi quand même, hein, sinon je suis mort. Et si je suis mort, vous imaginez ce qui va se passer avec le chômage et compagnie. Donc, si vous voulez, il y a des tas de choses. Dès que vous vous rapprochez un peu de ce que j'appelle le cœur du réacteur, eh bien, vous êtes disjoncté. Alors, je réponds, bon, il y a je prendrai un élément tout à l'heure, mais je réponds quand même à la question de la soirée parce que je risque de ne pas être à l'heure. Donc, la question de la soirée, d'abord, vous verrez tout à l'heure pourquoi je dirais on ne peut pas répondre à la question telle qu'elle est posée pour deux raisons, mais malgré tout, dans la logique traditionnelle, avec le langage commun, moi, je voudrais apporter une réponse à cette question. Eh bien, il y a cette question, est-ce qu'on est à la hauteur? La réponse est clairement non. Les entreprises ne sont pas à la hauteur. Et si je devais donner une réponse positive, je dirais, est-ce que les entreprises sont à la profondeur de la crise? Oui, les entreprises sont à la profondeur de la crise. Les entreprises sont en train de fabriquer notre crise. Après, je vous montrerai un peu pourquoi. Voilà. Donc, avec les chiffres, les gens parlent, par exemple, d'objectifs. Mais juste, je termine avec cet exemple, parce que sinon, je pourrais prendre tous les mots de l'entreprise et on verrait que tout est renversé. Mais
ne se posent jamais la question, mais qu'est-ce qu'un objectif pertinent? Mais qu'est-ce qu'un objectif? Mais déjà, quand je pose cette question, qu'est-ce qu'un objectif pertinent, je suis impertinent. Parce qu'il est évident que l'objectif pertinent, il est pertinent parce que c'est le patron qui a fixé ou parce que c'est le ministère ailleurs qui a fixé, etc. Non, un objectif pertinent, il faut avoir des critères. Un objectif pertinent qui ne prend pas en compte les spécificités locales, qui ne prend pas en compte les enjeux. Comment voulez-vous que ce soit un objectif pertinent? Et il y a un autre mot génial que les entreprises utilisent beaucoup, c'est stratégique. Une fois qu'on a dit c'est stratégique, ça veut dire c'est intouchable. Ça veut dire, mais attendez, bien sûr que c'est pertinent puisque c'est stratégique. Ah oui, ah bon, d'accord. Mais moi, je peux vous dire, et démontrer, le mot est un peu gros, mais dire tout simplement, et je l'ai dit ça, enfin, quand je travaillais encore, parce que maintenant je suis à la retraite, et dire ça aux patrons, et ils sont d'accord, mais ils disent, ah, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, quoi. Eh bien, les entreprises, non seulement ils ne fixent pas d'objectifs pertinents, mais les entreprises, la manière dont ils fixent ces objectifs ne peuvent pas être pertinents. Ne peut pas être pertinent. Pourquoi? Parce que les entreprises, qu'est-ce qu'elles font? Je simplifie, puisqu'il y a des milliers, des centaines de milliers d'entreprises. Mais en gros, ils disent, voilà, moi, le grand patron, ou dans telle grande direction, j'ai 4 objectifs stratégiques. C'est normal qu'il ait 4 et non pas 150, prioritaires. Mais le problème, c'est qu'il dit, voilà, ça s'appelle l'alignement stratégique. Maintenant, messieurs, dames, s'il vous plaît, vous descendez ça. Alors, vous descendez, des fois, vous descendez, en bas, il y a 10 personnes, 100 personnes, 1000 personnes, 10 000 personnes, mais peu importe, vous descendez ça. Or, la manière dont se fabrique la performance, les différents leviers, facteurs, etc., des éléments qualitatifs, des éléments qu'on ne voit même pas, eh bien, ces éléments, ça peut être des priorités pour les uns et les autres, mais c'est tellement détaché par rapport à 4 priorités stratégiques qu'il n'y a aucun moyen de parvenir, de faire quelque chose de sérieux. Donc, si les gens, 10 000 personnes, 50 000 personnes, je ne parle pas de 600 000 personnes, hein, si un certain nombre de gens sont incapables de prendre en compte leurs priorités, eh bien, ces objectifs ne sont pas pertinents. Donc, il faut passer dans un mode de management qui définit des objectifs pertinents. Et ces objectifs pertinents, il faut avoir des supports pour définir ce qu'est l'objectif, pour définir les priorités. Aujourd'hui, les entreprises, à partir du moment où ils disent la performance, c'est l'indicateur, ce sont des indicateurs, ils disent, bah, il n'y a pas à chercher, c'est ça qu'il faut travailler. Alors, ils travaillent chacun dans son coin, toi, tu améliores cet indicateur, l'autre, il améliore, etc. Le problème, c'est que ces éléments sont liés. Comme dit le pape François, tout est lié, effectivement. En fait, je m'aperçois que je ne vais pas avoir beaucoup de temps, donc je vais aller très, très vite. On va avancer, Yves, s'il te plaît. Puis je m'arrêterai là où il faut, parce qu'on ne peut pas… Ouais, là c'est… Si vous voulez, là, je montrais… Ce document est disponible, c'était fait pour être lu, compris à peu près, mais là, je vais aller très, très vite. En fait, c'est intégral horizontalement, c'est-à-dire que dans différents domaines, tout ce qui est social, le grand domaine social et le grand domaine environnemental, et il n'y a pas que le CO2 là-dedans. Ces temps-ci, on n'arrête pas de parler de CO2, on va en parler encore longtemps et on ne va pas faire grand-chose en réalité. En réalité, il y a cette intégration horizontale. Je vous l'ai montré ici, mais je ne le ferai pas maintenant parce que je n'ai pas le temps. Dans l'entreprise, c'est pareil, c'est exactement pareil. Il faut intégrer les différents domaines de performance. Si je m'occupe de ceci, l'autre de ceci, etc., ce n'est pas possible. Et vous verrez, si vous regardez les papiers, je dis, dans l'entreprise, et même ailleurs d'ailleurs, il n'y a pas de frontières. Alors, une fois qu'on a dit ça, celui-là, il est complètement fou, là. Il n'y a pas de frontières parce qu'il y a des liens horizontaux
mais il y a aussi des liens verticaux. Et ces liens verticaux, en fait, c'est dans le temps. Et dans le temps, les interactions peuvent être tellement énormes, c'est-à-dire une petite décision dans tel coin qu'on a oublié, enfin une décision particulière dans tel coin qu'on a oublié, 20 ans après va avoir des conséquences terribles. Alors, donc à partir de là, parler de maîtriser sa performance, etc., ça n'a aucun sens. Bon, écoutez, comme je vais avancer parce que tout ça, si vous voulez, on peut regarder. Oui, ça, cercle vicieux. Il y a 2 cercles vicieux. Si vous voulez, oui, il me reste 1 minute et demie, tu as raison. Non. Tant que ça? Eh bien, alors pourquoi tu me mens? Ah ben, il vient d'en rajouter. Il vient d'en rajouter. Voilà, il est généreux. Merci. Ça coûte combien? Bon. Tu perds des secondes, là. Oui, d'accord. Bon, donc, si vous voulez, ce qui se passe, c'est qu'en réalité, quand on prend les problèmes séparément, on ne se rend pas compte qu'il y a des interactions entre ces problèmes. Ces différents problèmes, aujourd'hui, on parle de crise de ceci, de crise de cela, de crise... Non, il y a une crise très, très globale, et notamment dans 2 secteurs, tout ce qui est l'environnement d'une part, et tout ce qui est le développement humain au sens large d'autre part, et il y a des interactions terribles. Des interactions qu'on ne peut pas comprendre. Ce n'est pas parce que les gens sont bêtes en fait, ils sont trop intelligents. Ils sont tellement intelligents qu'ils prennent un truc, ils descendent là-dedans en fond et ils ne regardent pas les interactions. Or, si on n'a pas, on n'utilise pas les outils, les données pour mettre en évidence d'une part des potentiels et d'autre part voir, si je puis dire, les interactions. En réalité, on ne peut pas voir les interactions, c'est totalement immatériel. En revanche, utiliser les données visibles, utiliser ce qui est visible pour rendre visible ce qui n'est pas visible, ce qui est utile en revanche. Or, ce qui est utile, c'est 2 choses qui manquent aussi bien dans l'entreprise que dans l'économie, que dans l'écologie, que partout, c'est de connaître ses priorités, de donner aux gens la possibilité. Et cette chose-là existe, les gens ne s'en servent pas. Et je peux vous dire que, pourquoi je disais, mais les entreprises, ils veulent pas changer. Enfin, j'exagère. On a vu, heureusement, il y a des cas, et ce n'est pas toujours du greenwashing, c'est très souvent du greenwashing. Mais ce n'est pas toujours le cas, heureusement. Mais les entreprises ne veulent pas marcher là-dedans. Lorsque je leur montre ces outils qui n'existent pas, mais qui sont très faciles à établir dans une entreprise, je ne dis pas nécessairement dans la société, mais dans n'importe quelle entreprise, eh bien, le patron ou enfin les gens, ils regardent ça, ils disent « Ah, mais c'est pas mal ». Mais je dis « Bon, bah, maintenant, si vous l'utilisez, il faut l'utiliser de telle façon, c'est-à-dire que vous allez réellement donner la possibilité aux gens de définir leurs propres objectifs et non pas vous. Ah, là, ça commence à être difficile. Et vous allez leur dire, eh bien, je vais citer juste un cas dans cette idée qu'il y a aujourd'hui dans les entreprises des enjeux énormes, des potentiels énormes d'amélioration par des leviers. Si chacun était capable d'utiliser ces leviers prioritaires, pas les leviers de la direction générale, et si on lui donnait la possibilité de le faire, il y aurait des gains incroyables. Donc, on est en train de dire, bah oui, mais telle taxe, tel truc, etc., on ne peut pas, ça coûte cher, etc. Et ces trucs-là, on ne les utilise pas. Et juste pour vous donner un exemple concret, c'était dans une banque, et le président d'une banque régionale et le président de cette banque disaient, voilà, donc c'est lui-même qui avait choisi cette démarche qui est complètement, j'allais dire, idiote, hein, qui va à l'encontre de tout, mais il avait choisi. Et on avait bâti l'outil, etc. Et les gens étaient capables de définir leurs objectifs. Il a dit, mais Garibien, vous comprenez, nous, il faut qu'on ait une croissance de 5,5% du PNB, sinon ça ne marche pas. Il a dit, voilà, est-ce qu'on peut y aller, leur dire 5,5? J'ai dit, écoutez, si vous faites ça, vous allez complètement à l'encontre. Vous avez l'outil, d'accord, ça c'est gentil, mais il faut changer votre façon de faire. Ce n'est pas à vous de dire
5,5%, etc. Il a eu peur. Bon. Et puis, il a dit, bon, est-ce que vous allez y arriver sinon, si je ne dis pas ça? J'ai dit, moi, je vous garantis, je ne couperai peut-être pas ma main immédiatement, mais je vous garantis que vous aurez un résultat nettement supérieur à 5,5. Sauf que ça sera très différent selon les endroits. Et si vous dites 5,5 à tout le monde, ou même si les gens pensent, c'est pour ça, à un moment donné, il a dit, est-ce que j'ai le droit, enfin, est-ce que je peux quand même leur dire, d'accord, je ne vous impose pas, mais je vous dis que globalement, nous aurions besoin, etc. Là, j'ai dit, s'il vous plaît, vous, c'est déjà mieux, mais s'il vous plaît, ne le dites pas. Parce que s'il dit, qu'est-ce qui va se faire? Tout le monde va essayer plus ou moins de se débrouiller de façon, d'ailleurs, je dirais, utile ou néfaste pour d'autres impacts ailleurs. Il va se débrouiller pour faire à peu près 5,5%. À peu près. Mais parce que c'est sous contrainte. Mais j'ai dit, écoutez, ne le dites pas, s'il vous plaît, laissez-le, mais bon, c'est vous qui prenez la responsabilité. Moi, je ne suis rien, je ne suis qu'un consultant. Il a dit d'accord. Et les gens ont fait 8%. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a des potentiels. Ces potentiels, on ne les utilise pas. Et je vais terminer mes histoires là de cercle vicieux. C'est valable aussi bien dans l'entreprise que dans l'économie, que dans l'écologie, partout. Il y a deux phénomènes qui se passent. D'une part, on ne prend pas en compte les interactions. Parce que la performance, c'est l'indicateur. Donc, je n'ai pas besoin d'interaction. D'autre part, on ne prend pas en compte les potentiels. Alors, qu'est-ce qui se passe? On pousse les gens sur quelques critères visibles, souvent, pas uniquement, mais souvent la productivité ou la croissance. Et bien, le problème, c'est qu'on se rend compte partout, et c'est un phénomène, bon, dans Laudato Si, je n'en ai pas parlé, mais pour moi, c'est le meilleur bouquin de gouvernance. Il a tout compris. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Donc, c'est le même phénomène qui se passe au niveau social, au niveau de l'écologie et au niveau de l'entreprise. Et là, l'entreprise, je peux vous dire que lorsque je ne prends pas en compte les interactions, lorsque je ne prends pas en compte le potentiel, il n'y a aucune chance que j'échappe au cercle vicieux. Pourquoi? Parce que les améliorations soi-disant tel ou tel indicateur vont avoir des impacts négatifs ailleurs que je ne vois pas. Quelquefois, je vois, quelquefois, je ne vois même pas. D'autre part, les Grecs utilisent un mot génial, et c'est très, très important partout, c'est l'hubris, c'est-à-dire la démesure. D'autre part, il y a des gens qui vont pousser à fond tel indicateur et ils vont l'améliorer. Ils vont améliorer un indicateur de productivité. Sauf qu'au bout d'un moment, il arrive un moment où ils dégradent d'autres éléments, soit qu'on ne voit pas, soit qu'on voit, mais ce n'est pas ça qui compte cette année, ça sera peut-être l'année prochaine, et on dégrade ces éléments. Le seul problème, c'est que quand vous bâtissez ce modèle, vous voyez qu'au niveau global, la performance globale est fabriquée par ces différents éléments. Et il arrive un moment de démesure où j'ai tellement amélioré ma productivité physique que j'ai dégradé terriblement des éléments qualitatifs que je vois ou que je ne vois pas. Moi, quand je dis je ne vois pas, comme je travaillais que sur des chiffres, donc sur ces chiffres, on les voit. Eh bien, globalement, on perd en productivité globale. On est dans le cercle vicieux. J'arrête parce que sinon… Bon. Reste ici. Donc, nous prenons, tu regardes s'il y a des questions par l'outil de discussion. Oui, ok. Et sinon, donc, dans la salle, y a-t-il des questions? Avant d'aborder la question politique de tout à l'heure. Non, mais c'est pas possible. C'est trop de texte. Oui, qu'est-ce que vous pensez des entreprises libérées? Parce que ce que vous dites. Ah oui, alors là, ça c'est génial. C'est ça. Alors, est-ce que vous pouvez rappeler le concept d'entreprise libérée? Alors, le principe de l'entreprise libérée, c'est vraiment un truc à la mode. Et en fait, dans l'entreprise libérée, très souvent, ils libèrent l'entreprise, j'allais dire, pas uniquement, mais essentiellement en termes organisationnels, où
en faisant, je dirais, ça reste superficiel, ça reste secondaire. La seule façon enfin, non pas la seule façon, mais ce qui doit permettre de savoir si une entreprise est réellement libérée ou pas, c'est de regarder un processus de management, mode de management, peu importe, c'est le processus de fixation d'objectifs dans cette entreprise. Comment on fixe les objectifs? Eh bien, il y a des tas d'entreprises libérées. En réalité, il y a deux phénomènes qui se passent. Le plus souvent, c'est malgré tout, les processus restent les mêmes, etc. Et puis, on crée des trucs à gauche, à droite, soi-disant pour faire… C'est comme pour l'éthique, d'ailleurs. On crée des comités d'éthique ceci, des comités d'éthique ça, etc. Mais en réalité, ce n'est pas dans le fond même du boulot, du métier. En fait, l'entreprise libérée, il faut accepter l'homme. Il faut libérer l'homme. Il faut prendre en compte l'homme. Or, bon, je n'ai pas montré dans mon document, c'est dommage. On parle, on a une vision du management, etc. C'est objectif, c'est chiffré. D'ailleurs, si vous dites à un directeur ou à n'importe qui, mais votre truc n'est pas objectif, c'est quand même pas à son honneur. Hein? Or, qu'est-ce que c'est que ne pas être à son objectif? Ne pas être objectif, c'est être subjectif. Si on élimine, ou on fait semblant d'éliminer la subjectivité, parce que la subjectivité du patron reste, mais si on ne donne pas la subjectivité, si on ne reconnaît pas totalement la subjectivité dans l'entreprise, eh bien, on élimine l'homme. Après, on dit l'homme au cœur de l'entreprise. Voilà. Bonjour. Ce dont on a parlé me semble concerner certainement de très grandes entreprises, des centaines de milliers d'employés. Or, l'immense majorité de l'entreprise sont des PME avec 10, 50, 500 personnes. Hein, et ça a été mon cas pendant les années, avec quelques centaines de personnes, ils fabriquaient des pièces mécaniques pour des grands groupes, et tout ce que j'entends là me paraît très décalé par rapport à ce que j'ai vécu et par rapport à ce que vivent toutes les PME qui emploient des millions de personnes dans ce pays et dans l'autre. Alors, il y a qu'une chose. J'avoue qu'il y a qu'une chose, je n'arrive pas à convaincre. Il est certain qu'une PME peut améliorer, peut travailler de manière plus propre, plus éthique, mais ces questions de gouvernance, ces questions de syntérie sont complètement en dehors du décor de la plupart des patrons de PME qui encore une fois, concernent des millions de travailleurs. Vous avez parfaitement raison. Vous avez parfaitement raison. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai jamais travaillé dans une petite… J'ai travaillé plutôt dans des grandes ou très grandes entreprises. Vous avez parfaitement raison. Et le fond de la chose, c'est quoi? C'est que dans une petite ou moyenne entreprise, en gros, le patron connaît les gens, il prend en compte les situations, etc. Mais quand vous êtes dans une grande entreprise, c'est tout simplement pas possible. Et d'ailleurs, quand je raconte tout ça, je veux répéter que j'ai rien contre les grands patrons en tant que tels. Après, il peut y avoir des voyous, on en connaît tous, et il peut y avoir quand même des gens comme, bon, je ne veux pas lancer des fleurs à mon copain, mais il peut y avoir des gens comme chez Danone, et Madame a parlé de greenwashing. D'une manière générale, c'est un mot génial. Il y a beaucoup de greenwashing. Mais il peut y en avoir éventuellement, mais pas chez Danone. Je peux dire si tu veux. Laura voudrait dire un petit mot sur la taille des organisations qu'elle a. Justement, on a parlé beaucoup des grandes entreprises, parce que je ne suis pas en tête exactement, hélas, mais en matière d'impact, en matière de capitaux financiers, donc du coup, voilà, quand on épargne et qu'on finance, en général, ce n'est pas des petites entreprises qu'on peut financer avec notre épargne, ça fonctionne autrement. Donc, il y a cette question d'épargne qui fait que ça concerne plus les grosses, et la question des impacts environnementaux, pour lesquels très peu d'entreprises ont un pouvoir immense, avec y compris un pouvoir très supérieur à celui des États. Parfois, c'est des entreprises qui rendent tout, les États rendent tout, les cotisations
des États, à l'OMS, à l'ONU, etc. Ce qui n'empêche en termes de personnes, effectivement, vous avez raison, les petites entreprises sont essentielles. Et il y a envie de dire qu'elles sont essentielles aussi sur l'innovation. Parfois, il y a des niveaux d'innovation sociale, pas forcément d'utilité de proximité, et puis l'innovation, je pense à deux exemples, je pense au BRAC, par exemple, à toutes les entreprises qui se sont mises parfois en se cassant la figure, parce qu'après, il y a une grande qui est la même chose, et mieux, et avec plus de capitaux, et qui ont exploré comme ça des secteurs nouveaux, qui sont extrêmement louables. Je pense aussi à des entreprises qui sont montées, par exemple, sur la récupération des invendus alimentaires, ce genre de choses. Moi, je trouve qu'il y a vraiment pléthore, et dans la rencontre d'économie française, il y en avait vraiment beaucoup de très, très belles initiatives et d'initiatives innovantes. Voilà. Et juste, peut-être, il y avait quelque chose que j'avais envie de dire dans votre production et qui peut-être vous allez dans votre sens, c'est que l'entreprise, je trouve, a deux énormes qualités dont on a besoin dans le monde d'aujourd'hui. Un, c'est l'optimisme. Moi, je suis fille d'un entrepreneur, je n'ai jamais vu quelqu'un de plus optimiste que mon père, même dans les pires situations. Et qu'en fait, seuls les entrepreneurs ont vraiment cette foi dans l'avenir et cet optimisme, parce que s'ils pensaient à tous les soucis qu'ils peuvent avoir, au temps que ça va leur prendre, aux galères qu'ils vont avoir, etc., ils ne le feraient pas. Donc, c'est parce qu'ils n'y pensent pas, pas trop, en tout cas, ils sont fondamentalement optimistes. Et la deuxième chose, c'est que c'est des doueurs, comme disent très bien les Anglais, ils font. Ils ne sont pas là à se lamenter avec cela. Et on a besoin de personnes qui font. Donc voilà, c'est ma petite éloge de l'entreprise. Merci, Laura. Oui, c'est pour Laura une question. Il y a un slide qui m'a un peu interpellé sur l'intervention où il y avait la planisphère. Il y avait une planisphère avec toutes les actions en termes d'actions concrètes. Il y avait toute une bande où il n'y avait aucune action. C'est-à-dire tout le monde musulman, les États-Unis, le Canada et l'Australie. Alors, est-ce que c'est parce que vous n'avez pas de données ou est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas d'action dans ces zones-là? Merci. En fait, ça, ce n'est pas les actions en faveur de l'écologie, c'est juste les désinvestissements de capitaux dans les énergies fossiles. C'est les organisations catholiques qui ont désinvesti. Donc, je ne sais pas si vous connaissez dans le monde arabe, parce qu'en fait, il n'y en a pas beaucoup. Ah oui, si tu veux. Le monde anglo-saxon, c'est très dynamique. En Écosse, en Angleterre, au Canada, aux États-Unis, il y a pas mal d'initiatives. Il manque les photos complémentaires, en fait. Sur les musulmans et le côté protestant. Alors, je voudrais ajouter que Laura a été nommée responsable Europe de Laudato Si. Elle démarre dans sa mission le 1er janvier 2022. Oh. Est-ce qu'il y a un mot de conclusion de ton côté, avant de donner à Yves un mot de conclusion à ses deux? Ça va? Voilà. Deux mots de conclusion, peut-être pour tenter de répondre aux questions sur la partie PME. Moi, je pense que c'est effectivement difficile que une PME ait la capacité d'investir, parce que c'est des coûts. Il faut que le PNL finance le fait de faire sa rotation verte, à la fois pas que sur l'empreinte carbone, mais aussi sur tous les engagements des ODD. Hein. Mais par contre, si on regarde des systèmes comme Airbus, par exemple, qui a fédéré son écosystème autour de lui, je pense que les grandes entreprises ont un rôle à jouer pour aider ces entreprises-là à contribuer à ces objectifs. Donc, je pense qu'elles ne peuvent pas le faire seules, effectivement, et ce ne sera pas l'État. Donc, il faut plutôt trouver des regroupements d'entreprises pour résoudre le problème. Et puis après, sur la question des élections, moi, tout ce que je peux dire, c'est que là, en ce moment, il y a des auditions faites par le MEDEF. Il y a beaucoup de questions là-dessus.
Et c'est ce qui va aller aux candidats. Alors, je ne sais pas si ça va les alimenter, mais à mon avis, ça va. C'est vrai que ça n'a pas démarré. Moi, je prends le pari que ça va un peu démarrer, mais je ne suis pas sûr que ce sera au centre des préoccupations. Je sais pas, tu as un avis ou tu es. Alors, je ne sais pas. Voilà. Sinon, en tant qu'individu, je trouve que c'est. Et on n'a pas fait un débat, mais je ne suis forcément pas d'accord avec plein de trucs que tu as dit. Ah oui, alors là, Voilà. Quand tu veux. Quand tu veux, ouais, pas ce soir. Voilà, parce qu'en fait, il y a plein d'entreprises qui sont engagées. Moi, ce que j'ai présenté, il y a 400 entreprises dans ce qu'on appelle le G2000, dans les plus grosses entreprises, qui ont signé ce type d'accord. Donc 400, ça commence à être significatif. Et c'est des engagements pris par les CEO et ils sont mesurés personnellement dessus. C'est dans l'engagement, un peu comme Danone avait fait avec sa société Impact. Donc je pense qu'il y a une vraie rotation, il y a une accélération et tu verras ça, on va le faire. Ce que tu verras, c'est que quand tu feras ça, ça sera encore la grosse crise. Ouais. Mais non. Merci, 4 intervenants. Je voulais juste vous signaler, avant de vous séparer, que la prochaine conférence aura lieu ici même, le 15 mars. La date est déjà fixée. Et il s'agira de parler du revenu universel. C'est donc le spécialiste français et européen de ce sujet qui viendra à Bruxelles nous parler de ce sujet. Pour être un petit peu politique éventuellement. Voilà. Et la deuxième petite chose que je voulais vous dire, c'est que si ces sujets, exemple l'écologie intégrale, le prix social de l'Église, etc., vous intéressent, eh bien, faites-les savoir à Jean. Vous voyez, il y a son email ici. Il est prêt à organiser des petits groupes pour se rencontrer, pour réfléchir ensemble et pour cheminer dans la réflexion sur ces sujets-là. Voilà, donc vous envoyez votre mail à Jean. Alors, les présentations ne seront pas quelque part, sauf si vous allez sur le site. Alors, tu peux arrêter l'enregistrement, s'il te plaît. Donc, déjà, vous aurez l'enregistrement sur YouTube, la chaîne de la paroisse, et on met en général les slides sur le site aussi. Et enfin, dernière chose, nous avons disposé d'un petit panier pour les frais. Donc, si vous voulez bien mettre un petit sou pour les frais d'organisation de cette soirée.